Aujourd'hui à Break Time, on reçoit Geneviève Desrochers de l'Association canadienne pour la santé mentale. Je l'ai eu. Oui. Mais avant de commencer de parler de santé mentale au travail, je pense que c'est important pour nos auditeurs de comprendre un peu un framework autour c'est quoi la santé mentale par rapport au travail, mais la santé mentale générale. Donc, pourrais-tu nous définir un peu pour toi, c'est quoi la santé mentale? Oui, bien, je vais le définir, en fait, pas nécessairement pour moi, mais tu sais, en général, qu'est-ce que c'est la santé mentale? Mais je voulais savoir, toi, as-tu une idée de ce que c'est? Comment on définirait ça, la santé mentale? La santé mentale, pour moi, c'est, tu sais, dans le mot santé, il y a le mot sain, là, tu sais, là, dans le latin, de choses. Fait que c'est avoir une mentalité saine, peut-être. OK. Santé mentale, mon Dieu, parce que c'est santé mentale, je pense qu'il n'y a personne qui a une santé mentale, tu sais, à 100% OK. clean, là, je penserais pas. Tout le monde a des petits problèmes d'anxiété, de stress, peu importe, des traumas du passé, peu importe. Fait que pour moi, la santé mentale, c'est juste, c'est plus de définir puis de reconnaître peut-être nos défis et non pas comme une santé mentale, c'est pas être en santé mentale, tu sais, une santé mentale pure, là, mais peut-être justement d'être aware de nos défis par rapport à différents. Bon, je pédale. C'est bien correct. C'est ton tour. Non, c'est ça, je te pose la question parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, dans la population en général, le mot, l'expression santé mentale et maladie mentale est des fois utilisée de façon interchangeable. Les gens, ils confondent des fois un peu santé mentale. Ils veulent parler de santé mentale, mais comme maladie mentale. Donc, des fois, c'est la différence entre ces deux termes-là qui n'est pas tout à fait claire nécessairement pour tout le monde. Donc, oui, quand on parle de santé mentale, en fait, on peut faire la comparaison avec la santé physique. Donc, tout le monde a une santé physique. Mais comme tu dis, ça se peut qu'à un moment donné, on ait des maux de tête, qu'on ait mal aux jambes, que, tu sais, on n'est pas en parfaite santé physique tout le temps. Donc, la santé mentale, c'est la même chose. C'est que tout le monde a une santé mentale, mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps super avec notre santé mentale, qu'on est en bonne forme de santé mentale tout le temps. On peut avoir, comme tu dis, du stress et tout ça. Donc, dans le fond, ce que ça veut dire, la santé mentale, c'est un état de bien-être. Donc, la santé mentale, ça réfère aux émotions, ça réfère aux pensées, aux sentiments qu'on a, nos relations avec les autres. Donc, tout ça, c'est englobé. Puis là, bien, c'est ça, c'est dans le fond, quand on a une bonne santé mentale, c'est qu'on a un sentiment de bien-être quand on parle de nos émotions, de nos pensées, de nos relations avec les autres. Donc, il y a comme des critères, si tu veux, dont on peut parler quand on dit que quelqu'un a une bonne santé mentale. Donc, une première chose, ce serait une capacité d'aimer la vie, profiter du moment présent. Tu sais, des fois, on est beaucoup concentré sur le passé, ce qui s'est passé, puis les affaires qu'on regrette d'avoir fait, ou on se projette beaucoup dans le futur. Hein? Puis là, on a de l'anxiété. Mais le moment présent, là, c'est important d'en profiter parce que si on ne profite pas du moment présent, puis on est tout le temps dans le passé ou dans le futur, bien, ça peut ça peut causer comme du stress, là. Un sentiment d'accomplissement personnel. Connaître nos forces, connaître nos talents. Puis, tu sais, avoir vraiment l'impression qu'on est capable d'atteindre notre plein potentiel. Donc, je te dis pas que tout le temps, on a besoin de ça, mais tu sais, de façon générale, une personne en bonne santé mentale se connaît ses forces, puis essaie dans sa vie de les utiliser finalement pour avoir son plein potentiel. La résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, c'est être capable de passer au travers de certains défis. C'est ça, exactement. Donc, quelqu'un qui est en bonne santé mentale, habituellement, c'est des gens qui ont quand même un certain niveau de résilience, donc sont capables de rebondir après l'adversité. Donc, il y a des choses, des gros stress ou des événements difficiles dans la vie. Tout le monde en a, mais tu sais, c'est ça, avoir une bonne résilience, c'est capable justement de passer au travers de ces obstacles, d'aller chercher de l'aide. On en a besoin d'avoir les stratégies nécessaires pour passer au travers des moments qui sont plus difficiles. Intéressant. L'équilibre. Travail, famille, loisirs. Donc, quand on est capable... C'est difficile, on en parle beaucoup, hein, l'équilibre au travail, puis on va en reparler un petit peu plus tard, justement. C'est pas facile d'avoir un équilibre dans notre vie, mais tu sais, si on recherche un peu cet équilibre-là, tu sais, on peut pas avoir un équilibre parfait, mais quand on est en bonne santé mentale, on est quand même capable de dire, OK, tu sais, j'ai réussi à avoir un équilibre vie-travail, famille, enfants, toutes ces relations. Puis finalement, la souplesse. Le fait de, tu sais, on m'a beau faire des plans, là, mais
Tu sais, ça n'arrive pas tout le temps comme on le voudrait. Puis pouvoir s'adapter rapidement au Exactement, être capable de s'adapter. Puis la souplesse aussi au niveau des opinions. Tu sais, des fois, être complètement arrêté sur quelque chose, mais tu sais, une souplesse, c'est aussi avoir une ouverture d'esprit. D'être capable, quand on jase avec les gens, puis de reconnaître que, finalement, je pourrais peut-être changer mon idée là-dessus. Donc, souplesse, c'est ça, dans nos projets de vie, dans nos plans qu'on a, mais aussi une souplesse au niveau de... Parce que si tu vois la vie en noir et blanc, si c'est noir ou blanc une journée, c'est contrarié à toi, mais tu vas pas, puis si t'as pas cette souplesse-là, on dirait que ça va te tenter plus d'anxiété, plus de stress. Exact. Ben c'est ça. Fait que là, c'est ça, à un moment donné, on peut se sentir plus stressé ou préoccupé parce que c'est ça, là, on a plus de difficultés à gérer peut-être les zones grises, là, tu sais. Parce que là, tu sais, ça me fait penser un peu à la différence entre santé mentale et maladie mentale. On dirait que là, après, tu as c'est quoi? On dirait que la maladie mentale, mais ça se passe entre les deux oreilles. C'est une maladie mentale que quelqu'un a. Ça peut être n'importe quoi. On va peut-être explorer ça plus tard. Mais on dirait que la santé mentale, c'est beaucoup extérieur. Tes relations interpersonnelles, ta souplesse, ton horaire, ta gestion du temps. C'est à l'intérieur, la santé mentale. Oui. Mais je veux dire, on dirait que pour avoir une mentalité saine, comme tu peux comprendre, c'est de bien gérer tous ces aspects-là de ta vie pour justement te donner une chance d'avoir une bonne santé mentale. Oui. C'est intéressant. On dirait que c'est quasiment pas à l'intérieur qu'il faut que tu règles ça en premier. Il faut que tu règles ça à l'extérieur un peu. Je l'avais jamais vu de même, mais c'est vrai que ça fait du sens. Puis, je vais en reparler plus tard aussi. Mais, tu sais, si je pense, moi aussi, c'est vrai, à une époque de ma vie où est-ce que j'ai eu des défis au niveau de ma santé mentale, c'est vrai que quand je suis allée chercher de l'aide, j'ai réalisé que c'était effectivement des choses extérieures à moi que je ne faisais plus, qui m'affectaient ou qu'il a fallu que je modifie pour améliorer ma santé mentale. Intéressant, j'aime bien ça. Puis ce que je voulais dire aussi, c'est, on parle de maladie mentale, puis on va parler de ça au prochain point. La présence ou l'absence de maladie mentale, ça n'a rien à voir avec ça l'indique en rien l'état de santé mentale. Ce que je veux dire par là, quelqu'un peut avoir une maladie mentale, mais est en bonne santé quand même mentale. Parce que la personne a les bonnes stratégies pour prendre soin de soi, sait quoi faire lorsque sa santé mentale va moins bien. Une personne qui a pas de maladie mentale, ça ne veut pas dire qu'elle est nécessairement en bonne santé mentale. Elle peut être stressée pareil, sans que ça tombe à un trouble d'anxiété, par exemple. Donc, c'est ça, il faut faire la différence. Je pourrais donner un exemple, puis je vais en reparler ça aussi. Tu sais, mon mari, il y en a une maladie mentale. Mon mari a un trouble bipolaire, puis il est correct, là, que j'en parle, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais dire qu'il est en bonne santé mentale parce qu'il est capable de gérer, il connaît ses symptômes, puis quand il sent que, oups, tu sais, ça va moins, il se prend en main, il va chercher de l'aide et tout ça. Donc, moi, je pourrais dire que oui, il a une bonne santé mentale malgré le fait qu'il vit avec une maladie mentale. Et là, je ramenais ça à moi parce que c'est moi l'intervieweur. Toujours à moi parce que tu as ouvert un peu la porte avec ton mari. Oui. Moi j'ai un TDAH. OK. Et assez pas pire. Et j'ai réalisé, justement, on parlait de l'extérieur, comme moi, il n'y a rien qui va changer le fait que j'ai un TDAH. Tu sais, je suis médicamenté, tout ça, j'ai pas le choix. Right? Par contre, je suis maintenant minimaliste. Parce que moi, si je ne suis pas minimaliste, il y a 2 garde-robes plein d'affaires. Ça veut dire, parce que là, je commence à mettre des boîtes. Fait qu'on dirait comme, on parlait tantôt de santé mentale à l'extérieur, mais pour m'aider ma santé mentale, malgré le fait que j'ai maladie mentale, je sais que moi, je ne peux pas avoir un garde-robe plein d'affaires, parce que ça va donner un stress, ça va être ingérant, ça va être plus grand que moi. Fait qu'on dirait que ça fait quelques années que non seulement c'est bien beau la pilule, mais oui, comme ton mari, tu dois aussi, à cause d'une maladie mentale, te réajuster dans ton extérieur pour te garantir une santé mentale. Exactement. Fait que c'est intéressant comment... Fait que de façon que je comprends, c'est une maladie mentale. Fait que you gotta get some life hacks autour de ça pour justement te donner une chance d'avoir une bonne santé mentale. Puis qu'il y a des gens qui n'ont pas de TDAH, mais qui sont peut-être dépressifs, sont peut-être stressés avec la job, et là, ils s'occupent plus de leur maison, ils empilent des choses. Donc, j'aurais le même problème que moi, sauf que moi, en étant TDAH, je sais que ça peut être amplifié si jamais. Fait que c'est juste un peu de comme tu disais tantôt, de reconnaître tes forces, reconnaître tes forces et tes faiblesses, puis de bien tes jouer symptômes, là, qu'est-ce qui t'indique que, oups, mentalement, ça va moins bien, là, tu sais. Moi, je le sais, tu sais, si je fais un peu plus d'anxiété, que je suis plus anxieuse ou que je sens que, hop, il y a un petit stress au travail, puis là, ça vient me chercher plus, là, je sais, c'est de l'exercice que j'ai besoin, tu sais. Vois-tu, tu sais, puis c'est ça, quand j'ai eu à un moment donné des défis au niveau de ma santé mentale, c'est ça que j'avais réalisé, j'en faisais plus d'exercice. C'est comme si je disais, j'ai pas le temps. Mais en fait, quand c'est un servicieux, tu n'as pas le temps, tu es plus stressé, ça va moins bien. Tu sais, fait que j'ai réalisé que c'est super important pour moi de faire de l'exercice parce que, ça me calme, ça me ramène, j'ai les idées plus claires, tu sais, ça baisse le stress. Donc, c'est un exemple, là, tu sais. Donc, c'est quelque chose d'extérieur à moi qu'il faut que je fasse
pour que ça aille mieux à l'intérieur. Oui, absolument. Ouais. Puis c'est de trouver un peu ces choses-là, parce que, tu sais, l'exercice, pour bien des gens, c'est... j'avais lu un livre, c'était Power of Habits. OK. Puis pour que ça devienne un reward, une récompense, Ouais. un peu comme toi, je vais me récompenser en m'entraînant, mais tu dois comment transformer une routine en habitude, et ensuite ça devient un reward. Moi, c'est la lecture. Si je lis pas le matin, on dirait que tout le monde vole mon temps dans la journée. OK. Fait que moi, avec la lecture, avec mon téléphage, ça calme les choses. Ouais. Je fais mon petit café tranquillement, tout ça, et ça part bien ma journée. Mais excellent. C'est le genre de life hack que j'ai trouvé pour commencer ma journée. C'est doucement. super. Donc, tu te connais puis tu sais que tu as besoin de ça. Mais oui. Oui. Puis c'est pour ça aussi, c'est aussi pour le podcast que c'est intéressant aujourd'hui, c'est vraiment de démystifier aussi un peu, de se donner la chance aussi. Tu sais, comme que c'est pas la fin du monde quand on est stressé, tout ça, c'est de se trouver ces life hacks-là, puis donner la chance à nous-mêmes, tu sais, become our own best friend. C'est ça, peu, oui. right? Puis tu sais, c'est pas les mêmes stratégies qui vont fonctionner avec tout le non, monde. c'est Tu sais, ça. moi, c'est l'exercice, mais quelqu'un d'autre, ça peut être le yoga. Tu sais, moi, quand je parle d'exercice, il faut que je sue. OK. Tu sais, là, c'est du cardio. Oui. C'est ça qui est le plus Oui. efficace. Mais il y a d'autres personnes que ça va être du yoga. Mhm. Moi, le yoga, je l'ai essayé, puis j'accroche pas. Tu sais, il faut que j'aille courir. C'est ça le best. Tu sais. Ou même un exemple de deux différents types de personnes. Il y a du monde qui se recharge en ayant du social. Oui. Il y a du monde qui se recharge en barrant leur porte. Chez eux, puis en étant dans leur bulle. Right? Fait que ces différentes personnes vont se recharger de différentes façons. C'est ça. Donc, c'est d'essayer. Quand on ne sait pas trop, on essaye différentes choses, puis on voit qu'est-ce qui nous fait le plus du bien. Puis après ça, quand on se connaît, c'est de respecter ça, c'est de se respecter puis de faire attention à nous. La deuxième question, c'était par rapport à qu'est-ce que la maladie mentale? On a parlé un petit peu, mais c'est quoi la maladie mentale, puis qui en est touché? Oui, c'est ça. Puis c'est ça. C'est important d'en parler aussi de ça. Donc, tout le monde a une santé mentale, mais c'est pas tout le monde qui va avoir une maladie mentale. OK? Donc ça touche pas. En fait, on peut dire que tout le monde est touché par la maladie mentale, dans le sens que ça se peut qu'on ait une maladie mentale au cours de notre vie. Si on n'en a pas une, on peut être touché parce qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre famille qui va avoir une maladie mentale, des amis, des collègues de travail. Donc, la maladie mentale, c'est pour ça qu'on dit que de façon directe et indirecte, ça touche tout le monde. Donc, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Puis c'est pour ça que je suis contente qu'on puisse en parler aujourd'hui, puis tu sais, démystifier, puis déstigmatiser, en fait, ce que c'est, là, tu sais, la maladie mentale. Donc, un défi de santé mentale, en fait, tu sais, on parlait tantôt de stress, être un petit peu anxieux. Puis là, on peut se poser la question, quand est-ce que ça devient une maladie mentale? Parce que tout le monde, tu sais, a du stress, puis on va en reparler du stress plus tard, tu sais, mais quand est-ce que ça devient problématique, que, tu sais, ça peut devenir une maladie mentale? Donc, il y a 2 éléments clés qui doivent être atteints pour dire que, OK, puis là, on parle, bien sûr, ne vous autodiagnostiquez pas. Hein? Puis je vais revenir après. Oui, c'est ça. Okay, donc, lorsque des symptômes se prolongent de 2 à 4 semaines, fait que là, les symptômes, ça peut être, c'est ça, des symptômes de dépression, des symptômes d'anxiété, des crises de panique et tout ça. Je n'irai pas dans tous les symptômes de maladie mentale, mais c'est ça, quand il y a des symptômes qui persistent de 2 à 4 semaines. Puis lorsque ces symptômes-là entravent le fonctionnement quotidien, donc on n'est plus capable de faire nos activités quotidiennes comme il faut. Tu sais, ça nous empêche vraiment de bien fonctionner. Donc, c'est comme on se reconnaît plus. Ouais. Tu sais, comme par exemple, quelqu'un qui aurait vraiment beaucoup d'anxiété, puis là, qui n'est pas capable de se concentrer au travail, qui n'est pas capable de faire sa routine régulière à la maison, a toujours des pensées intrusives qui viennent puis qui le préoccupent beaucoup, beaucoup, puis tu sais, il n'est pas capable de penser à d'autres choses, bien là, tu sais, c'est ça, là, donc on peut... La maladie mentale, bien, en fait, on parlait tout à l'heure, tu sais, qu'en santé mentale, tu sais, c'est les émotions, c'est nos sentiments et tout ça. Donc, la maladie mentale, c'est une perturbation. Donc, quand on a une maladie mentale, nos pensées, nos émotions puis nos comportements sont perturbés. Donc, ça ne fonctionne plus normalement, finalement. Donc, c'est ça qui provoque, finalement, de la détresse. Il y a des personnes qui peuvent être invalides, soit plus capables, tu sais, de travailler. Puis, il y a la souffrance qui vient avec ça, la souffrance psychologique, là, finalement, là, tu sais, de se sentir comme, oh mon Dieu, tu sais, je suis plus capable. Là. C'est comme, ça fait penser à, mettons qu'on parle d'anxiété. Là, je suis très anxieux, par contre, ma mère est à l'hôpital. Donc, ça explique mon anxiété. Et c'est là peut-être qu'on peut relativiser un peu comme, OK, c'est un peu une maladie mentale, c'est peut-être un stress externe qui m'affecte ma santé mentale. Mais maybe I'm wrong, mais quand on vit un trauma, mettons, puis là, on vit, ce trauma-là, c'est soit la dépression, l'anxiété, peu importe ce qu'on a vécu, le trauma est parti, là, tout va mieux, mais on est encore dans le mood anxieux, on est encore dans le mood dépression. Est-ce que c'est là qu'on peut parler que, genre, c'est transforme un peu peut-être en maladie mentale à ce moment-là, parce que
on n'est pas capable de se sortir, même quand tout va bien, on n'est pas capable de s'en sortir à ce moment-là. Ça pourrait être, en fond, il y a un trouble de... Je voulais justement en donner des exemples de maladies mentales. Donc, il y en a un que c'est justement un trouble post-traumatic stress disorder, Right. ça, un désordre post-traumatique, finalement. Donc, c'est un traumatisme qu'on a vécu dans le passé, puis que là, à un moment donné, ça revient, puis que là, justement, on a des symptômes, mais le traumatisme, il est comme passé, mais... Ça reste. Tu sais, ça reste, là. Donc, il faut aller consulter, tu sais. C'est ça. Moi, dans le fond, je dis, ne vous auto-diagnostiquez pas, tu sais. Il y a quelque chose qui ne va pas, vous n'êtes pas bien dans votre peau, ça ne fonctionne pas. Ben, tu sais, prenez rendez-vous avec votre médecin de famille ou, tu sais, allez chercher de l'aide qui va être capable de vous référer, justement, pour avoir des soins en santé mentale. Intéressant. Oui. Puis c'est ça, on parlait justement d'exemples là, de maladies mentales. On entend beaucoup de ces dépressions, mais tu sais, ça peut être justement des troubles anxieux. Puis ça, on ne rentrera pas trop dans le sujet, là, mais avec la COVID, ça a créé beaucoup, beaucoup d'anxiété. Puis l'économie en ce moment, puis tout ce qui se passe dans ça. le monde, tout ça. Là. Surtout, on est hyper connectés, donc on est tout au courant de tout. Oui, exactement. Tout au courant de tout. Pas bien être au courant de tout, mais tu sais, on sait qu'il y a un génocide quelque part, ça peut générer beaucoup de négativité tout le temps. Tu sais, ça me fait penser, justement, je parle de mon mari, mais tu sais, puis moi aussi, dans le fond, j'ai réalisé que si je regarde trop tout le temps les nouvelles, tu sais, on sait qu'il y a beaucoup de négatifs, comme tu dis, ça cause l'anxiété. Donc, pour nous, ça a été de, OK, tu sais, on regarde le minimum, il faut se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde, mais tu sais, on fait ce qu'on a besoin pour savoir, mais that's it, tu sais, on n'en fait pas trop parce que c'est ça. Ben, c'est de revenir un peu à vivre le moment présent. Tu sais. Oui. Parce que là, je veux dire, je comprends qu'il y a une guerre en Ukraine, je ne peux pas y faire grand-chose. Mais j'ai un fils, j'ai une famille, j'ai des amis. Puis je pense que ça revient un peu à la philosophie stoïque de dire focus on what you can control. Parce que le restant, c'est facile à dire, c'est pas ça que je dis, mais gotta let go. Parce que comme tu dis, on pourrait bien se stresser avec tout ce qui se passe dans le monde, le futur, les maisons qui augmentent, la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, tous les stress qu'on peut avoir dans la société, mais veux pas, si tu te focuses sur ton noyau, qui sont ton 24 heures de ta journée, qui tu vois en 24 heures? Mon collègue Matthew, mon fils, ma copine, peu importe. Puis c'est ça qui est important vraiment, si tu te focuses là-dessus, parce que moi-même, je suis un gars du futur. Moi. Tout est dans le futur. Moi. Puis Futur Max, là, c'est un super-héros, ça, il va tout régler. Présent Max, des fois, il n'arrache un peu plus. Fait que tu sais, je pense que c'est vraiment, puis I hear you, parce que j'ai quand même lu beaucoup sur les self-help books, pas santé mentale, tu sais, pas au niveau académique là, de la chose, là, mais c'est toujours ça, c'est toujours les vivre le moment présent, parce que tu trouves peut-être you become grateful pour qu'est-ce que tu as, tu sais. Tout à fait. C'est drôle que tu parles de ça, parce que je ne vais pas m'étendre longtemps là-dessus, là, mais à chaque année, je me donne comme, au lieu d'une résolution, je me donne un mot de l'année, moi. Okay. Un mot, c'est comme quelque chose, je trouve ça plus facile. Puis cette année, c'était, c'est ça, mindful, donc c'est ça, le moment présent. Parce que j'ai beaucoup de choses qui se passent dans ma vie dernièrement et tout ça, puis je me suis dit, le moment présent, je veux le vivre davantage. Donc moi, j'ai mis ce mot-là sur mon téléphone. Quand je l'ouvre, je le vois tout le temps. OK. Mindful. Home screen. Puis là, oui, c'est ça. Puis ça me le rappelle tout le temps. OK, vis le moment présent. Puis moi, ça m'a beaucoup aidé, tu sais, à gérer justement mon futur, là, tu sais, de dire, je reste dans le moment présent. Puis ce que je me suis rendu compte en vivant le moment présent, je suis tellement plus reconnaissante, justement. Je vais être dehors, je vais prendre mon café sur le patio, j'entends les oiseaux. Je vis mon moment présent, mon café, il est donc bien bon. Puis en plus, j'entends les oiseaux. C'est-tu merveilleux? Donc, effectivement, moi, ça m'a fait beaucoup de bien à ma santé. Ma santé mentale, là, Ça me fait penser à quand ton nez est bloqué. Tu t'apprécies tellement ton nez qui n'est pas bloqué, mais quand il n'est pas bloqué, ton nez, c'est juste... Tu demandes un peu. Puis non, mais ça là, attends, c'est pas niaiseux. C'est du bouddhisme. Là, parce qu'il y avait un monk, il y avait un moine qui s'appelle Thich Nhat Hanh, qui écrit beaucoup de livres sur le bouddhisme. Puis lui, il faisait ça un peu en blague, hein, tu sais, comme la respiration, c'est important. Puis comme te perdre un peu dans ta vague de respiration, comme ça peut te calmer, tout ça. Oui, on va en reparler, ça. Puis en blague, il disait... Puis si tu peux penser à comment tu peux apprécier ton nez qui respire en ce moment avant que tu aies la prochaine grippe. C'est juste apprécier les choses que tu n'as pas en ce moment, la maladie que tu n'as pas, le problème que tu n'as pas. Fait que je pense que c'est le moment présent, c'est vraiment important parce que justement aussi, ça t'aide à te bâtir une résilience qu'on parlait tantôt. Effectivement. Un autre livre que j'aime bien, là, mais il y avait un livre que j'ai lu qui c'était Entraîne-toi, lis, mange bien, tout ça, comme si les ennemis étaient à ta porte. Puis l'ennemi, ça peut être la maladie, ça peut être un appel, un stress, tu as une perte de job, tout ça. Sois prêt à ce mauvais appel-là. Et c'est dans le vivre le moment présent, puis s'occupant de toi-même, puis ta santé mentale, que tu es comme « bring it on ». Tandis que quand tu es juste stressé à cause que
la vie en général, puis là, ça cogne à la porte, puis c'est pas une bonne nouvelle, tu peux t'écrouler à ce moment-là. Tout à fait, oui. Ouais. Puis moi, tu sais, j'ai perdu ma mère, moi, il y a 1 an. Puis c'était vraiment pas facile, mais je pense que justement d'avoir pris l'habitude de voir, c'était pas facile, là, tu sais, mais de voir les beaux côtés, les autres choses. J'ai été capable de voir dans cette épreuve-là, qu'est-ce qui allait quand même bien dans le reste de ma vie. Puis je te dirais que ça m'a beaucoup aidé à passer au travers de cette épreuve-là, là, tu sais, parce que j'étais capable de voir, hey, j'avais des bons voisins qui s'informaient de moi. Je revenais de l'hôpital d'aller voir ma mère, il y avait un repas qui était prêt, tu sais. Puis c'est des petites choses, mais que j'étais capable de voir qui m'ont aidé, justement, qui m'ont donné de la résilience, comme tu dis, tu sais, de passer au travers. Puis, tu sais, même en affaires, on est en break time pour avoir la bonne idée de tout ça. Même en affaires, on a toujours des mauvaises nouvelles, des bonnes nouvelles. Bon, on serait en dette, c'est pas une bonne idée. Mais, tu sais, moi, des fois, il faut que je suis entrepreneur, puis des fois, il faut que je relaxe, puis je me dis, OK, malgré tous les défis que j'ai devant moi, j'ai bâti ce que j'ai bâti, j'ai ce que j'ai. Sinon, il faut t'apprendre ça, sinon tu te lèves le matin, tu ne quittais pas de prison. Ouais. Fait que c'est important, justement, de prendre un break. Fait que, OK, malgré tous les défis qu'on peut avoir dans l'abstrait de l'entrepreneuriat, je mets la valeur que je veux. Je peux aller travailler d'où je veux. Fait que c'est des luxes que tu peux avoir, même avec ta job, de dire « Ah, mais ce projet-là est stressant, tout ça. » Par contre, j'aime mes collègues. J'ai trouvé une job qui est proche de chez moi. Apprécier toutes ces choses-là que tu as bâties quand même, sinon tout devient noir assez rapidement, puis tu t'en sors pas. Oui. As-tu une idée un petit peu des statistiques au niveau de la maladie mentale? Non. Combien de personnes sont atteintes? 3 sur 10. C'est plus que... ça peut être... Non, OK, attends. Moi, je trouvais que j'étais haut, là. Moi, 3 sur 10. En fait, chaque année au Canada, il y a une personne sur 5 qui, personnellement, va avoir un problème de santé mentale ou de maladie mentale. OK. Donc, OK, c'est un problème de santé mentale ou maladie mentale. Donc, finalement, au niveau de la santé mentale, ça va pas bien. Puis, qu'il y a une maladie mentale, donc c'est quand même pas mal. Puis, je dirais, j'ai pas les statistiques, là, mais je pense qu'avec la COVID... ça a dû beaucoup plus d'anxiété et tout ça. Et puis, il y a une statistique qui dit aussi que dès l'âge de 40 ans, il y a près de 50 % de la population qui aura eu une maladie mentale. C'est quand même beaucoup, là. Donc, puis c'est ça. Puis, il y a bien des gens aussi qui vont passer au travers, comme tu dis, sans acheter de l'aide, ils vont être en dépression pendant 4-5 ans sans le savoir vraiment, parce qu'ils vont se passer au travers. Là, je parle de la génération de mon père, mettons. Qui part d'un bras, ils sont comme patchez ça, je vais pas à l'hôpital. Fait que je me dis, aujourd'hui, avec tout la conversation, le spotlight sur la santé mentale, même avec mes parents, je me suis dit, mon père, mettons, aurait peut-être bénéficié d'aller voir un psychologue quelque temps. La fermeture de l'usine, tout perdre, se rebâtir, tout ça, mais c'est tellement pas dans la génération d'aller voir, puis consulter, puis parler, qu'il faut vraiment démystifier ça. Puis même pour la génération, surtout pour la génération plus âgée. Selon moi. Parce que la personne jeune, on dirait qu'on est ouvert à la thérapie. Il y a moins de stigmatisation par rapport à ça. Il y en a encore, mais à l'école. Tu es à l'école, tu as une psychologue à l'école, tu as un thérapeute à l'école. Tu es déjà en train d'avoir ce vibe-là, de parler à quelqu'un qui n'a pas, et c'est en anglais, mais comme « has no skin in the game ». Parce que moi, je parlais à mon ami qui ne s'affile pas. Mon ami va avoir des solutions pour moi. Parce qu'il m'aime bien. Mais lui aussi, il a ses problèmes. Là. C'est fun de parler de tes problèmes à quelqu'un, mais quand quelqu'un qui est de neutre, qui a ton bien-être à cœur. Comme ton ami, mais ton ami, il est biaisé. Oui. Lui, il se voit dans toi. On fait de la projection rapidement. Moi aussi, je suis un gars de solution. Tu parles des problèmes, j'embarque sur le whiteboard. Mais la personne a plus besoin d'écouter, peut-être. Oui. C'est pour ça que c'est important d'aller consulter en dehors de ton cercle d'amis puis tes connaissances, parce qu'ils t'aiment d'une façon autre que le thérapeute. Le thérapeute veut ça, il est objectif. Aime ta santé mentale. L'autre t'aime parce qu'il y a une historique avec toi. Il y a tout. Fait que c'est important d'aller voir ailleurs. Puis je pense qu'il y a une génération plus âgée qu'il faut pas qu'il ait peur d'aller s'ouvrir puis se consulter, parce qu'il n'est jamais trop tard non plus. Hein. Non, c'est ça. Quand on le réalise, c'est ça, d'aller chercher de l'aide. Une autre statistique, selon les recherches, le fardeau économique de la maladie mentale s'élève à 51 milliards de dollars par an. C'est comme beaucoup. Et chaque semaine, plus de 500 000 employés canadiens sont incapables de travailler en raison d'une maladie mentale. Burn-out aussi, souvent, Gros stress, l'anxiété, tout ça, qui manque. Donc, comme je disais, c'est ça l'affecte tout le monde. Là. Ça nous affecte personnellement ou ça peut affecter nos collègues, nos amis, la famille. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on en parle. Puis, je l'amène à quelque part, si tu veux y aller, on y va, là, mais un burn-out. Oui. C'est quoi un burn-out? Je pourrais te répondre de façon personnelle. Quand je disais que j'ai eu des défis dans ma vie, j'ai vécu un burn-out. OK. Je suis pas
je suis pas docteur, je suis pas Non. psychologue ou quoi que ce soit, là, mais personnellement, moi, des symptômes que j'avais, c'est ça, je n'étais plus capable de tolérer le stress. C'est comme si le moindre petit changement qui arrivait aussi, c'était comme rendu la goutte qui débordait, là, tu sais. Donc, mes fins de journée, tu sais, je pleurais beaucoup parce que c'était comme surpensé, tu sais, par les événements. Physiquement, j'avais comme beaucoup de difficultés à dormir aussi parce que là, tu sais, c'est comme si je ruminais beaucoup, tu sais, je repassais au travers ma journée ou qu'est-ce que j'avais pas fait de correct ou j'essayais de trouver des solutions à mes problèmes, puis c'est comme, je broyais du noir. Tu sais, j'étais pas dépressive, tu sais, ça veut pas dire que quand tu as un burn-out, tu es nécessairement dépressive. Moi, j'étais pas dépressive, mais c'est ça, beaucoup d'anxiété physiquement aussi. À un moment donné, je suis même venue avoir comme mal dans le corps, là, tu sais, mon corps me parlait, là, vraiment, diminution de l'appétit, tout ça. Donc, c'était, puis c'est ça, extrêmement fatiguée, mais comme pas capable de dormir, là, tu sais. Puis là, ça fait boule de neige. neige. Ça fait boule de neige, c'est ça. Puis, tu sais, difficulté à me concentrer, à être capable de voir le positif. Oui, donc, moi, ça a été, c'est ça. Ça a été comme un arrêt de travail. Puis là, tranquillement, c'est ça. Il a fallu que je prenne soin de moi. Puis, tu sais, puis je suis allée consulter. Je suis allée chercher de l'aide. C'est un genre de trop-plein, là. C'était comme un trop-plein. Oui, en fait... Oui, c'est ça que j'ai réalisé. Puis, en lisant sur le sujet aussi, j'avais comme vécu dans ma vie des stress. Puis là, on va en parler du stress. Là. Un stress, ça peut être autant positif que négatif. Là. Donc, tu sais, j'ai vécu des choses positives, mais qui étaient gros. Un déménagement, une nouvelle relation amoureuse. Mais j'ai aussi des stress plus négatifs de perdre une job ou des affaires de même. Donc, tout ça accumulé. Puis là, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un stress qui est arrivé qui n'était pas majeur, mais était... Là, ça a été trop. Ça a été trop. Donc, là, mon corps a comme... C'est comme une accumulation de stress. Puis à un moment donné, le corps, il a comme fait « that's it ». C'est trop, là. Fait que ça comme... Ça s'est comme écroulé, là, finalement. Ouais. Mais c'est ça, je suis allée chercher de l'aide. Puis, tu sais, le programme d'aide aux employés, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ça. On va en parler dans les ressources à la fin. Donc, souvent, c'est ça, là, quand on fait... Quand ça ne va pas au niveau de notre santé mentale, si notre organisation, notre entreprise a un programme d'aide aux employés, ils offrent des services à ce moment-là, des fois, de thérapie. Puis on est mieux de prendre un break d'une semaine que tomber pendant 6 mois. C'est un peu ça là, qu'on peut explorer tantôt aussi là, pour les entrepreneurs, les employeurs et les employés là, qui vont écouter ça, que ça vaut la peine d'avoir une bonne communication avec ton employeur avant que tu fasses « je rentre plus, je peux plus ». Oui. Moi, j'étais dans le milieu de l'enseignement avant, puis j'avais une directrice d'école. Ma directrice était vraiment géniale. Elle m'a dit, moi, là, j'aime bien mieux que tu prennes congé quand justement, là, que tu sens que, wow, t'es fatigué. Tu sais, une journée de santé mentale, là, finalement, que tu sens que le stress, c'est un petit peu gros. Prends ça parce qu'elle dit, j'aime mieux que tu te reposes, sinon, tu risques d'être malade plus longtemps, tu sais, de pogner une grippe. Tu sais, on sait quand on est stressé, hein, notre corps, là, on dort moins et tout ça. Donc, je savais, puis j'en ai pris des journées comme ça, de dire, puis, tu sais, j'étais ouverte, je disais, écoute, ça va pas, je me sens fatiguée, stressée, je vais prendre une journée, tu sais. Ça me faisait du bien. Tu sais, moi, j'ai été papa à la maison pendant 6 mois pour d'autres raisons, là, mais juste même un arrêt de travail pendant 6 mois, revenir après 6 mois aussi, c'est stressant. Même si tu t'as pris soin de toi-même, tout ça, tu as pris 6 mois, faut juste ça parce que tu n'étais plus capable, trop plein. Là, c'est comme, all right, tu te sens plus vraiment utile, de des questions sur toi-même. Fait que tomber, ça fait mal. Là. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important aussi d'en parler aujourd'hui au niveau de l'employabilité. Puis justement, comme tu dis, là, écoute, si tu as une semaine off, prends-la ta semaine off parce que faut que les employeurs aussi comprennent ça. Oui, c'est ça. On parlait justement de mixer la famille, travail, vie personnelle. Avec la pénurie de main-d'œuvre, je pense qu'il n'y a pas un employeur dans la région qui peut se permettre de perdre un employé. Fait que je pense que c'est mieux d'avoir des systèmes en place qui permettent aux employés de se ressourcer avant justement qu'ils quittent pendant plus longtemps pour justement se remettre. Puis parler de santé mentale au travail aussi, tu sais, dans les ressources dont je vais parler aussi, il y a des formations qui peuvent être données, des ateliers. Je vais en parler à la fin, Mental Health Works. Et puis, c'est ça, donc c'est pour aller justement faire de la prévention, parler de santé mentale au travail, qui peut être très bénéfique pour les employeurs, pour les employés, mais de parler justement de santé mentale, puis comment prendre soin de notre santé mentale, puis tu sais, déstigmatiser aussi, puis que dans le milieu, tu sais, s'il y a un collègue qui manque une journée de travail, de ne pas faire « oh, tu sais, il ne voulait pas faire sa job comme il faut ». Tu sais, essayer de comprendre, là, comme tu dis, là, c'est d'être capable de se donner la possibilité de
prendre une journée pour se reposer, pour baisser notre anxiété, pour baisser notre stress, pour être capable d'être plus productif après. Puis de pas, en tant qu'organisation non plus, de niveler vers le bas, puis de dire, ben ouais, t'es pas capable, non, on est capable de le faire. Ouais, mais c'est parce que justement, peut-être dans le mois prochain, tu seras pas capable de le faire, parce que tu vas avoir une mauvaise nouvelle. Là, tu vas avoir, tu sais, tout le monde est, tout le monde peut avoir un trop-plein quelque temps. Ça dépend t'es où, là. Puis tu sais jamais quand cet appel-là va rentrer, tu sais jamais quand ce stress-là va arriver dans ta vie. Fait que c'est facile de dire, ben moi, ça va bien en ce moment. Ouais. On ne sait pas. Fait que c'est pour ça, comme genre en parlant à la job, c'est démystifier justement. Puis tu peux mettre le monde en question, dire, hey, je dors plus dernièrement. Hey, tu sais, parce qu'avant que ça commence à justement, après 3 mois que tu dors mal, ça commence à. Puis c'est être capable d'en parler aussi. Je donne un exemple dans un emploi que j'ai eu. Moi, j'étais très ouverte avec mon employeur. De dire, écoute, mon employeur savait justement que j'avais besoin de prendre une journée, puis ça, parce que j'avais de l'anxiété. Ça, j'étais très ouverte, puis j'avais vraiment un niveau de... mon employeur avait vraiment un niveau de compréhension à ce niveau-là. Mais tu sais, j'avais des collègues, puis moi, je suis très ouverte au niveau de ma santé mentale, maladie mentale et tout ça. Un autre sujet, mais tu sais, j'ai vécu un trouble de l'humeur du postpartum très sévère et tout ça, puis personnellement, j'ai décidé d'être ouverte, puis d'en parler justement pour enlever la stigmatisation. Mais le fait d'en parler ouvertement comme ça, j'ai des collègues qui venaient me voir et qui me disaient « Hey, sais-tu, moi, ça m'arrive de prendre des journées de congé, mais je dis que j'ai la grippe ou tout ça, mais dans le fait, c'est de l'anxiété que j'ai. » Puis tu sais, ils s'ouvraient à moi. Tu sais, puis là, ça m'a comme fait réaliser « Hey, tu sais, il y a encore de la stigmatisation de reliée à ça. Tu sais, pourquoi quand quelqu'un a le diabète, on ne se sent pas gêné de dire qu'on prend des médicaments pour ça, mais quand on a une maladie mentale, on n'ose pas en parler? C'est la santé de notre cerveau. C'est quoi la différence entre ça et la santé de notre corps, tu sais? Donc, ça me met vraiment mis à cœur, d'en parler plus, puis tu sais, mais c'est ça, je suis agente de promotion de la santé mentale, là, tu sais, donc, c'est ça, tu sais, mais c'est ça que je réalisais, il y avait beaucoup de collègues qui se confiaient, puis que finalement, puis là, je leur disais, non, parlez-en, tu sais, avec notre supérieur, puis tout ça, là, je pense qu'il y a plus de compréhension que... Ça va être aussi à démystifier le tout. Moi aussi, avec mon TDAH, quand j'en parle, ben, moi tout, je suis désorganisé, moi tout, des fois, je procrastine. Moi, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Après puis ça m'a pris jusqu'à 30 ans de réaliser que j'avais quelque chose. Moi, j'ai fait un bac avec mon TDAH. J'ai fait gestion d'entreprise avec mon TDAH, mais tu sais, baccalauréat, si tu regardes les caméras de l'UQO, tu me verras, caméra de sécurité, pas souvent là. Tu sais, j'ai fait un bac on the side, dernière minute, tout le temps, tout ça. J'ai bien aimé, vu que quand j'étais diagnostiqué, j'ai commencé à lire là-dessus, parce que je voulais savoir c'était quoi. Ben oui. Puis il y a un neurologue que lui, il était TDAH. Fait que c'est intéressant d'essayer de parler de ça. Puis il dit, le futur, il est ici. Hey. On pense là-bas, mais on réagit pas sans qu'il soit ici. Puis ça, c'est tu vas être dans le caca dans la vie. C'est quand ta facture, est 3. Tout est là. Tout devient un stress imminent. Tout devient, fait que toute l'organisation, tout ça. Fait que c'est non seulement être diagnostiqué, prendre la pilule. Puis quand j'ai été diagnostiqué, on m'a dit ça va t'aider. Mais il faut que tu fasses plein de choses autour de ça. Ça veut dire to over-organize yourself. Tu sais, comme t'organiser davantage, quelqu'un d'autre s'organiserait tes idées surtout, tout ça. Et ça va mieux depuis. Tu sais, les affaires vont mieux, tout ça, ainsi de suite. Puis d'avoir des plans réalistes envers toi-même, puis d'être doux avec ton Max du futur, mettons, je pourrais dire. Oui. Tu sais, parce que c'est pas vrai que Max du futur va avoir 3 entreprises, puis il va avoir 40 000 idées, ça à glace, en train de rouler ça. C'est pas vrai, là. Tu sais, moi, je vais par année, puis par corps. Donc, l'année prochaine, je suis avec un business coach. En train d'élaborer un plan pour 2023. Mais il faut que je me crée un patron. Ça prend une boîte pour les gens qui TDAH. Fait que quand je parle de ça, c'est pas de la procrastination, c'est à cause qu'on n'a pas de boîte, puis c'est pas. Fait que c'est pour ça que c'est important de ne pas se diagnostiquer nous-mêmes. Non. Parce que si je parle de mon TDAH, tout le monde TDAH. Même si on parle de bipolarité, si on parle pour ton mari, qui différentes actions qu'il fait, des affaires qu'il vit, tout ça, ben moi tout, je vis ça. Ouais, mais c'est... Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est important, si tu penses, par exemple, va consulter puis check it out. Puis oui, puis ça, je dis au monde, quand je parle de DAH, puis j'aurais dit, je pense que je l'ai, je suis comme, OK, mais vas-y. Vas-y. Oui. Parce que si tu penses que tu l'as, tu vas voir, ça va changer ta vie. Cette pilule-là, tout ça, ainsi de suite, ça va tout changer ton... Mais vas-y. Fais pas juste vivre avec si tu penses que tu l'as. Ça fait qu'on joke souvent, moi tout, je l'ai, tout ça, mais si tu as vraiment comme tu penses que tu as quelque chose qui tu t'en sors pas, que ce soit pas t'élever du lit, manque de joie de vivre. On parle de dépression souvent, comme on peut pas voir le moment présent, les choses qu'on a et pas être grateful, c'est peut-être un signe, ça là. Fait que je l'ai été peut-être dépressif dans ma vie,
mais je m'en suis toujours sorti par moi-même, on dirait, parce que aujourd'hui, j'aime bien la vie, tout ça. Mais je me rappelle des moments dans ma vie, à 27 ans, j'avais un emploi, je sortais après 6 mois de fil pas, je retournais dans le marché de travail, puis j'étais qui? J'avais plus d'énergie pour rien. Moi, j'étais un gars qui se ressource avec des gens, je voulais plus voir les gens, tout ça. Ça n'a pas fait longtemps, ça durait peut-être 1 an, mais j'aurais dû aller consulter dans ce temps-là. J'ai consulté à début trentaine, mais puis d'aller explorer ça dans l'immédiat pour au moins le reconnaître. Oui. Puis, tu sais, des fois, les gens autour de nous peuvent nous aider, hein. Tu sais, mon mari avait justement des hauts et des bas, puis lui, il pensait que c'était ça, un peu comme toi. Tu sais, il était déprimé, ou il a pensé à un moment donné que c'était un burn-out, mais finalement, c'était plus une dépression. Mais le jour où est-ce qu'il s'est ouvert à moi sur certaines pensées qu'il avait, puis là, j'ai comme fait, hey, toi, tu vas aller consulter, tu vas aller voir le médecin, tu sais. Puis finalement, c'est ça, je veux dire, il y a eu un diagnostic là, de trouble bipolaire. Mais si ça avait été juste de lui, peut-être que oui, tu sais, il serait allé, mais c'est ça, lui, à un moment donné, c'est ça, il y avait comme des hauts et des bas dans sa vie, puis je pensais que c'était ça, là, tu sais. Mais moi, de l'extérieur, là, je le voyais changer. Moi, je voyais des symptômes, puis tout ça, là, puis j'ai comme fait, non, tu sais, il va chercher de l'aide, là, tu sais. Donc, des fois, ça peut être les gens autour de nous qui se rendent compte que quelque chose ne va pas, tu sais. Oui, parce que des fois, on est tellement proche de nous-mêmes, on remarque même pas qu'on a changé. Les gens autour de nous, le remarquent qu'on a changé. C'est peut-être là, comme tu dis, d'avoir. Puis c'est les gens, justement pour la sensibilisation de la santé mentale, c'est que les gens autour de toi, non seulement déstigmatisent la situation, puis te disent, tu vas se faire dire, tu aurais consulté, par exemple. Oui, non, c'est pas facile. Non, je veux dire, il faut que ça vienne de la bonne personne. Oui. Mais c'est une place de bienveillance. Non, pas, mais vas-y, consulter. Non. Mais ça a une place de bienveillance. Je pense que c'est quand même bien de se le faire dire aussi. À ce moment-là, moi, c'est quelqu'un qui me l'a dit, je pense que c'était TDAH. Moi, j'avais un mentor, puis il a dit, ton cerveau, il est le fun, mais ça va être facile. Hein? Je suis comme, non, c'est pas facile. Mais... Je dis, check ça, puis j'ai parlé avec ma médecin, puis peu de temps après, ma médecin parlait à ma mère. Ça fait un peu junior, là, mais moi... Non, t'avais besoin d'avoir... C'est ça. Pour voir mon historique. Oui, mais tout à fait. Première année, j'arrivais à l'école avec un sac à dos. Au mois d'octobre, il me restait un crayon rouge. Pépite vide. Pas de notes nulle part. Tu sais, j'avais rien. J'ai tout perdu. J'ai tout mis ça, là. Pack sac dans le gym quelque part. Fait que, ça a pris du temps avant qu'on puisse... Là, aujourd'hui, on dirait qu'on est plus, pour les enfants, plus rapide là, à le remarquer, mais tu sais, même on a une génération où j'étais un vieux milléniaux, mais je pense qu'il y a une couple de vieux milléniaux qui ont manqué le bateau de se faire diagnostiquer à temps, on a fait une vingtaine d'heures de ça, puis on est sorti. Fait que non, ça a pris quelqu'un qui me le dit, justement, que... Puis je pense que lui, son fils l'était aussi, peut-être qu'il a remarqué que j'avais des ressemblances avec son fils. Ça se peut, tu sais, puis c'est pour ça aussi que plus les gens en parlent de leurs défis, tu sais. Puis je suis pas en train de dire que tout le monde qui a une maladie mentale devrait en parler. Non, c'est vraiment chacun son niveau de confiance, de confort par rapport à ça. Mais tu sais, plus il y a des gens qui vont en parler, puis parler de leur témoignage, là, les gens vont faire comme « Hey, j'ai les mêmes symptômes. Ah, peut-être que finalement, oui, il faudrait que j'aille consulter, tu sais. » Donc, c'est ça. Puis tu sais, on a même un programme qu'on a, l'Association canadienne pour la santé mentale. On a des bénévoles qui ont passé au travers de problèmes de santé mentale ou d'une maladie mentale qui se sont rétablis. Il y a vraiment de l'espoir. Puis qui, là, ils font un panel de discussion. Puis là, on s'en va dans les entreprises ou dans les écoles et tout ça. Puis là, ils racontent leur histoire. Donc, c'est ça, leur maladie mentale, comment ils s'en sont sortis, puis ils donnent de l'espoir. Mais tu sais, c'est comme pour montrer aux gens, regardez, on fonctionne aujourd'hui, mais tu sais, il peut y avoir des jeunes ou des gens dans les entreprises qui font comme, oh, attends une minute, là, je me reconnais, là, tu sais. Puis se donner la meilleure chance à ce moment-là, par avoir consulté, puis se donner la meilleure chance d'avoir une santé mentale. Absolument. Ouais. Là, je me demande, est-ce qu'on a parlé déjà, mais les mythes par rapport à la maladie mentale, puis qu'on peut retrouver au milieu de travail. Fait que je me demande un peu, c'est quoi les mythes qui sont soulevés dans vos connexions avec les entreprises? Oui, déjà dans les entreprises, puis même en général, je te dirais, mais ça peut être dans les entreprises aussi, tu sais. On en a parlé un peu, mais tu sais, la maladie mentale ne me touchera pas, tu sais, me touchera jamais. Non. On l'a dit tout à l'heure, il y a des statistiques qui le montrent, puis c'est pas toi, c'est un collègue, c'est un ami, c'est quelqu'un de la famille. Donc oui, on peut tout être touché, mais il y a des gens... Moi, je me rappelle justement quand j'étais enceinte, moi, j'en aurais pas de maladie mentale quand je vais avoir un bébé parce que je suis en bonne santé. Tu sais, c'est arrivé. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça peut toucher tout le monde. Peu importe qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on travaille pas, qu'on soit en bonne santé physique, tout ça, il n'y a personne qui est à l'abri de la maladie mentale. Donc, de dire que non, ça ne me touchera pas, c'est un mythe. Parce que, tu sais, on peut être touché par ça. Tout le monde. Mais puis ton mythe est irréversible aussi dans le sens de
quelqu'un qui dit qu'il ne file pas, qu'il a un problème de santé mentale, peu importe, mais que tu le regardes, tu as tout pour toi. T'as tout pour toi. Voyons donc, tes parents sont riches, t'as tout ça. Tu sais, j'invente la situation de la personne. Là, tu sais, comment tu peux. Tes enfants sont beaux, sont en santé. De quoi que tu as chialé, ça, on tombe souvent dans la comparaison. Puis que ça vient aussi rapidement. Puis je sais pas si c'est un des mythes, mais ben là, tout le monde a une maladie mentale aujourd'hui. Tout le monde va dire ça. Tu sais, tout le monde a TDAH. Est-ce que peut-être que le monde commence à consulter? Peut-être qu'en 1955 aussi, ils avaient toutes ces maladies mentales-là, mais on se retroussait les manches, puis des fois, on faisait des gaffes. Tu sais, fait que, est-ce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a plus de maladies mentales aujourd'hui, parce que le monde. Non, mais c'est une question rhétorique un peu, mais tu sais, ou est-ce que c'est parce que finalement, le monde s'est démystifié. On en parle plus. Puis t'en as une, puis t'en as une, puis c'est normal qu'on ait tout ça parce qu'on a tout chacun nos affaires, tu sais. Fait que c'est aussi le mythe de dire, justement, tu dis que t'as une maladie mentale, mais t'as tout pour toi. Comment ça que je suis dépressif? Mais comment ça? Si j'étais toi, je serais content. Mais tu vois, c'est ça. Si je pense que c'est des commentaires comme ça, que des fois, qui peuvent empêcher les gens d'aller chercher de l'aide ou de parler de leur situation parce qu'ils se font dire, ben voyons, t'as tout pour toi. Exact. Intéressant. Ouais. Les gens ne se rétablissent pas d'une maladie mentale. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est un mythe, là. Okay. Mais t'as-tu déjà entendu ça? Il y a des mots qui me font très peur. OK. Comme schizophrénie, comme même bipolaire, en fait. C'est quand même assez peurant comme terme. Puis je pense que je reste bête des fois à découvrir que quelqu'un est schizophrène, mais médicamenté, et il opère sa vie, et qu'il continue à gérer tout ça, à avoir un travail, peu importe. Fait qu'il y a aussi ce côté-là, je pense, comme tu dis, obviously c'est un mythe, là, mais qu'il y a des termes qui sont, que tu vas penser tout de suite schizophrène, tu vas penser à sont pas fonctionnels, c'est ça, pas fonctionnels. Bipolaire, pas fiable. Tu sais, des genres de termes comme ça, parce que tu connais ton oncle qui était bipolaire, puis tu fait une gaffe en 92, et j'invente, mais tu sais, ce côté-là, puis je pense que l'être humain est tellement complexe qu'on peut pas, même si l'être humain a une maladie mentale, OK, fine, mais cet humain-là a sa propre complexité incroyable. On parle puis je veux dire, des fois, c'est un on dit ça en français, un spectrum, là? C'est ça, le spectre. Le spectre. Tu sais, je veux dire, quelqu'un peut avoir un trouble. Oui, OK. Sur un continuum, là. C'est ça, c'est un continuum, là. Tu sais, dans le fond, oui, tu as des personnes qui ont un trouble bipolaire, qui ont plus de difficultés à le gérer, puis qui ont plus d'épisodes, mettons, de manie ou, tu sais, de dépression. Mais, tu sais, il y a des traitements qui existent, c'est ça, ça peut être... C'est ça, il y a de plus en plus de traitements, de stratégies et tout ça. Puis si ça arrive encore, des gros puis des hauts, c'est peut-être parce qu'on n'a pas trouvé encore la bonne chose qui fonctionne pour cette personne-là pour mieux fonctionner. Puis il y en a d'autres que oui, ça peut être plus sévère, en effet. Mais de dire qu'on ne se rétablit pas d'une maladie mentale, c'est un mythe parce qu'on peut se... Mon mari s'est rétabli. Oui, il peut avoir des petites rechutes, mais ils sont beaucoup moins graves parce qu'il les voit venir. Tu sais, il y a de l'aide, psychiatre, la médication et tout ça. Donc, tu sais, bon, c'est ça, il est capable... On parlait d'être productif, là. Il est entrepreneur, il a une business, ça roule son affaire, là. Ça fonctionne. Il s'est rétabli, mais il est capable de gérer aussi quand ça va un peu moins bien. Il se connaît. Puis, justement, je vais justement ça à dire. C'est se donner la chance de se connaître. Puis moi, j'avais des gros guilt trips avant de savoir que j'étais TDAH. Tu sais, je me sentais stupide. Je savais pas pourquoi je pouvais m'organiser. Fait que j'avais des éloges des gens en disant « Hey, tes idées sont bonnes. Hey, mais de l'autre côté, c'était « T'es pas organisé, t'es pas à faire ça, pas à faire ça. » Fait que je me suis senti un peu comme pas un loser. J'ai une belle vie quand même, mais veux pas, j'avais des petits épisodes de « Hey, je suis un méchant pas bon. » Là, aujourd'hui, avec tous mes petits mécanismes en dehors de la médicamentation. Tu sais, on parle des autos minimalistes. J'ai un sac que je sais que tout fit dedans quand je vais à Montréal, mon appartement. Tu sais, comme genre pour que je m'organise, j'ai pris 2 paires de souliers, tout ça. Fait que c'est comme, on dirait j'ai besoin du OCD. Si je vais de l'autre côté de la chose un petit peu pour pouvoir organiser mon TDAH. Mais en me connaissant que je me permets de me donner le temps de faire ces choses-là en sachant très bien que ça va m'aider du max dans le futur, tu sais. Vu que le futur est tout le temps là, j'essaie d'avoir un futur un peu plus loin. C'est ça. Tu sais, avant de partir, je fais ma vaisselle, parce que je sais que moi, être content en revenant, qu'elle soit faite. Ça a l'air super niaiseux, mais quand t'es TDAH, tout ça s'accumule. Mais oui! Et là, t'arrives, t'as plus de linge propre pour sortir à ton meeting, t'as plus de ça parce que t'es comme, oh my God, là, c'était plein de stress, que le meeting est même pas stressant. Parce que moi, quand je suis dans un meeting, c'est là que je shine, un brainstorm, let's go. Puis ça stresserait peut-être bien au Matthew, mon régisseur, un gros brainstorm avec 16 clients. Moi, non, je thrive. Mais là, je sens le swing, lui, de faire mon lavage parce que j'étais dans ma tête, puis je me suis parlé tout seul pendant 2. Fait que, tu sais, c'est de se connaître puis de se permettre aussi de se pardonner plus à ce moment-là, je pense. Parce que sinon, ça devient énormément... on parle de bipolarité, mettons, là, je m'avance, mais tu sais,
t'as un flare-up, puis tu es méchant avec quelqu'un de ton entourage, t'es pas méchant, mais dans ton flare-up, t'as pas vu clair, t'as dit des mots que tu regrettes. tu regrettes, et là, ça commence à te piler ses épaules, ça, là. Puis qu'on parle d'un burn-out, peut-être, c'est quand tu t'endures ça pendant des mois et des mois, c'est que là, tu as pilé plein de choses. Ouais. Fait que c'est important de se connaître, de se pardonner, je pense, en tout cas. Puis c'est d'avoir une bonne équipe de support autour de nous aussi. Tu sais, mon mari, il sait que je suis là, tu sais, puis que si ça va pas, je l'appuie, mais je suis capable de le voir aller aussi. Il y a certains symptômes que je fais comme, tu sais, chérie, t'as-tu vu, là, il y a ça, là. Watch out, tu sais, prends soin de toi, on va te coucher plus tôt. Tu sais, de revenir à une bonne hygiène de vie, là, finalement. Là, donc, c'est super important d'avoir des gens qui nous connaissent bien et qui sont capables de nous appuyer, là, d'aller chercher ces personnes-là qu'on sait qu'ils ne nous jugeront pas, mais qui vont nous apporter du support nécessaire. Absolument. C'est super important. Ça revient un peu à ça, mais les personnes atteintes de maladies mentales sont faibles et ne peuvent pas gérer leur stress. Et c'est là que ça vient peurant de dire que tu as une maladie mentale au travail. Puis c'est là que je trouve que, justement, que ce soit, qu'on le dit les mots tantôt, schizophrénie, bipolarité, name it, ça inspire pas confiance envers, tu sais, d'où vient le but de déstigmatiser la chose, c'est justement de dire, mais c'est pas parce que tu as un TDAH que je peux pas donner une job d'organisation de project management, là. Tu sais, fait que c'est un peu ça qui fait peur de dire que tu as une maladie mentale au travail, parce que justement, les gens vont peut-être te dire, il peut pas gérer ses affaires, il peut pas gérer son stress, tout ça. Fait que c'est un mythe, je pense, assez solide, ça. Oui, parce que dans le fond, les gens qui ont une maladie mentale, puis qui se sont pris en main, qui sont allés chercher de l'aide, se connaissent, donc savent souvent bien, ils ont les stratégies nécessaires pour gérer le stress qui va arriver en milieu de travail. C'est ça. S'ils se connaissent bien, fait que, ils vont être capables, d'avoir une discussion peut-être avec leur employeur, puis moi, j'ai besoin de ça, pour bien fonctionner, ou ma journée une journée de congé par-ci, par-là, tu sais. Donc, c'est super important que les gens, aller chercher de l'aide, on n'est pas ferme quand on va chercher de l'aide, hein? Il y a peut-être ça, cette pensée-là aussi. Hey, si je vais chercher de l'aide, je suis pas fort. Tu sais, c'est d'enlever cette idée-là, de dire, non, quand ça va pas, vas-y, c'est courageux, c'est fort d'aller chercher de l'aide parce que ça démontre que tu veux prendre soin de toi puis qu'en même temps, tu veux prendre soin des autres. Tu sais, comme un exemple que je donne, souvent, tu sais, les parents qui ont une dépression postpartum, par exemple, tu sais, d'aller chercher de l'aide, puis ça. Mais c'est pour soi, mais c'est pour tout le monde. Pour tout le monde, le bébé, la famille, les enfants. Tu sais, quelqu'un qui ne fonctionne pas puis qui est dépressif, ça a un impact là, sur les enfants, sur la famille, autour. Donc, c'est ça, c'est un acte de... Ça demande du courage d'aller chercher de l'aide, mais c'est bénéfique. Tu sais. Même mon business coach, qui n'est pas un thérapeute, on s'entend, c'est un business coach, mais ça aide mon TDAH à organiser mes idées. Il faut parler de quelqu'un qui n'est pas skin in the game, parce que je parle de ça avec Mathieu, mon collègue. Moi, je suis son patron. Fait qu'il dit bonne idée, on fait ça, mais à un moment donné, c'était pas réaliste. Il n'y a pas le portrait de partout. Puis je pense que ça l'aide aussi de juste même. Pour moi, c'est un outil pour aller pour les autres. Parce que moi, je peux pas être un business coach. Je préfère ça tout seul, avoir un petit business, payer mes billes. Mais je veux grandir l'entreprise, mais par respect pour mes collègues qui travaillent avec moi, qui dépendent des sous qui rentrent dans l'entreprise pour payer. Moi, je me paye un business coach pour justement être capable de mieux gérer l'entreprise, mieux déléguer, mieux organiser mes idées pour que Mathieu arrête, que sa tête arrête de spinner trop quand je rentre dans le meeting. Tu sais, parce que je peux organiser mes idées pas pour les autres, justement. Puis si les gens nous écoutent en ce moment, puis ils n'ont pas assez de self-love pour y aller pour eux-mêmes, parce qu'ils disent moi je suis correct, je ne veux pas perdre mon temps avec ça, mais fais-les peut-être pour les autres dans ton entourage, ton conjoint, tes enfants, peu importe, parce qu'ils vont tous bénéficier de toi qui prends soin de toi-même. Puis les gens qui t'aiment veulent que tu prends soin de toi-même. Tout à fait. Tout à fait. Oui. Puis tu sais, finalement, il y a un mythe qui est là aussi, que les personnes atteintes d'une maladie mentale ne peuvent pas travailler. Oui. Ils peuvent travailler. Puis c'est même... il y en a plus qu'on pense, hein, dans le milieu de travail, des gens qui en ont des maladies mentales, mais qui n'en parlent pas, justement, puis qui fonctionnent. Ils ont appris comment fonctionner avec leur maladie mentale, ou ça, puis malheureusement, il y a des gens qui ont une maladie mentale, qui ont de la misère à fonctionner en milieu de travail parce que, justement, ils ont besoin d'aide, il faut qu'ils aillent chercher de l'aide. Ou même, on parle de maladie mentale, mais si on revient à la santé mentale, démystifier le fait de reconnaître dans une organisation qu'il y a des facteurs de stress qui pourraient être éliminés si on se mettait en équipe. Oui, puis on va en parler de ça. Parce que c'est pas juste de faire de l'argent dans la vie puis qu'on livre des projets puis des contrats, c'est la pérennité de l'entreprise, d'une organisation, l'entreprise, l'organisation.
est-ce qu'il y a des facteurs de stress qu'on pourrait éliminer? Exactement. Si oui, on se met en équipe pour le faire, même si ça ne rapporte pas des sous, même si ça... Et puis ça crée d'autres jobs peut-être en attendant qu'on le règle, ce problème-là, que ça se pourrait être un système de gestion de projet qui ne marche pas, puis ça stresse tout le monde dans l'entreprise, mais ça marche, les billes sont payés, ouais, mais non. Tu sais, je pense que les patrons et les patronnes de nos jours, puis je ne dis pas le mot patron, mais entrepreneur, peu importe, mettre du temps dans le R&D de son entreprise pour trouver les manières de réduire le stress envers les employés. Si vous voulez retenir vos employés, puis tu as la meilleure job au monde qui paye super bien, tout ça, si tu arrives chez vous puis tu es peur de parler à ton conjoint, ta conjointe comme du monde parce que tu as tellement de stress puis tu ne files pas, tu vas quitter ton emploi, tu vas tomber. Puis là, aujourd'hui, c'est avec la pénurie de main-d'œuvre, on peut jumper d'une entreprise à l'autre. Fait que tu veux retenir des employés, je pense que c'est important. Donc, seulement la maladie mentale, puis la reconnaître, mais même, comme tu les conditions de travail, tu sais. Pour aider la santé mentale des employés. Donc, le fait d'en parler, tu sais, d'enlever la stigmatisation reliée à la maladie mentale dans le milieu de travail. Donc, on ne veut pas aller étiqueter. Tu sais, les gens, lui, il a une maladie mentale. Tu sais, on veut pas... Tu sais, parce que c'est ça, la stigmatisation... Max, TDAH. C'est ça, tu sais, non, là, on veut pas faire ça, mais en même temps, tu sais, si on sait qu'il y a un collègue qui s'est senti à l'aise d'en parler, comme toi, t'en parles, bien, en même temps, ça fait qu'on a peut-être plus de compassion, de compréhension, puis que quand ça va pas aller... Tu sais, moi, c'était un peu ma philosophie. Quand je suis retournée au milieu du travail après avoir eu mon trouble de l'humeur du postpartum, quand j'en ai parlé, c'est que je me disais, si jamais j'ai une rechute, ben je veux que les gens le sachent pour que, tu sais, je sais pas, soit qu'ils vont m'offrir, pas juste de leur faire, mais qu'il y ait un sentiment de compréhension ou de soutien, de dire, OK, ben tu sais, ben oui, elle a une rechute, on va le relever, on va l'aider, puis que justement, quand je reviens au travail, comme tu disais, c'est pas facile de revenir du travail après qu'on ait été en... Mais tu sais qu'il y a des processus en place qui aident à une réintégration qui est plus facile au travail, tu sais. Fait que, non, mais je pense que ça... parlant de facteurs dans le milieu de travail, qu'est-ce que tu penses que dans une entreprise, on devrait avoir en place pour faciliter justement cette santé mentale-là, cette santé psychologique et... pour toi, là, un milieu de travail idéal, là? Ben, idéal. Il n'y a rien de parfait, là. Il n'y a rien de parfait. Non. Je pense que c'est l'écoute au niveau de la gestion. Souvent, les employés vont faire leur job parce que c'est leur job, ils ne voient pas le big picture. Puis je pense que quand tu impliques tes employés ou bien tes collègues dans le big picture, ils comprennent pourquoi. Et c'est là peut-être qu'ils vont avoir une idée en disant « Hey, pourquoi que ce système-là, par ce système-là, pourquoi je peux faire ça comme ça? Ça sauverait du temps pour tout le monde. » Puis tu bénéficies en tant qu'entrepreneur de ces gens-là qui te parlent au lieu d'avoir une session fermée en disant « Faut que tu livres ta job puis on fait un dîner pizza une fois par mois. » C'est peut-être pas assez, un dîner pizza pour monter le moral à tout le monde. Des fois, il faut que tu règles mon 24 heures qui aille mieux parce que je pense que c'est vraiment, pour moi, c'est une organisation qui a beaucoup d'écoute. Puis qui permet, peu importe que tu sois le concierge ou le CFO, que tu comprennes un peu le big picture de l'entreprise, où est-ce qu'on s'en va et que tout le monde est impliqué au moins au niveau philosophique de l'entreprise. Ça, c'est pour moi. Puis c'est quelque chose que moi, je fais chez nous. Là, c'est pour ça que j'en parle comme ça. Mais je pense que c'est une valeur que je tiens vraiment. Puis c'est là que tu peux avoir chez les employés de la growth. Parce que vu que tu sais le big picture, là, le jeune vient de rentrer qui a 21 ans, je suis comme, attends une minute, là, moi, ce domaine-là m'intéresse. Moi, je veux foncer c'est ça. Quand les projets qui tombent dans ce livre, est-ce que je peux m'impliquer sur mon propre temps? Fait que c'est un peu ça. Puis, être à l'écoute de nos ressources. Dans le sens que des fois, oui, quand tu es entrepreneur, tu veux grandir, mais tu peux pas demander les employés de faire tout. Et c'est là, des fois, que le stress, malheureusement, pour l'entrepreneur, it's lonely at the top, and it should be. Parce que tu peux pas tout downloader ton stress de growth sur tes employés, que eux ont une vie, c'est pas leur vie, ton entreprise. C'est un salaire, ils rentrent travailler, ils veulent faire leur petite affaire, avoir leur propre vie. Fait que des fois, j'ai vu dans certaines entreprises qu'on veut de la growth, mais sans impliquer les employés dans le big picture. Donc, tout ce qu'ils ont, c'est le stress. Ils n'ont pas, genre, sont pas écoutés, ils sont pas... Fait que je pense que pour moi, cette organisation serait vraiment... à l'écoute et à la communication, pour moi. Oui, c'est avoir dans le fond, une culture organisationnelle qui est vraiment, qui est saine avec des valeurs, justement, de respect, de politesse, de soutien, là, tu sais. Mais c'est ça, moi, je vais t'en parler. Il y a un document qui a été... en fait, le Canada, il y a des facteurs qui sont englobés dans la norme nationale du Canada sur la santé et la sécurité psychologique. Puis il y a un document qui a été créé qui s'appelle « Santé et sécurité psychologique en milieu de travail ». Prévention, promotion et ligne directrice pour une mise en œuvre par étapes.
Mais grosso modo, dans ce document-là, on peut le retrouver d'ailleurs sur le site de Santé publique Ottawa. Okay. C'est gratuit, on peut aller le lire. Mais ils ont ressorti justement 13 facteurs qui favorisent un milieu de travail où est-ce que la santé psychologique est là, puis physique et tout ça. Donc, on parlait de culture justement organisationnelle. Puis justement, les choses que je vais mentionner, si les auditeurs, quand ils nous écoutent, ils voient que ces choses-là sont là, bien, ça sera un bon signe, ça sera un signe que, hey, ils sont dans une entreprise ou une business, qui a à cœur, finalement, la santé mentale de ses employés. Puis si, dans les choses que je nomme, ça peut aider à réfléchir, justement, ou même des entrepreneurs qui nous écoutent, qui disent, hey, peut-être que je pourrais aller travailler ces facteurs-là, puis ça pourrait améliorer, finalement, l'harmonie au travail, puis, diminuer le stress psychologique, finalement, au travail. Donc, on parle de culture organisationnelle. Donc, d'avoir des normes, des valeurs, des croyances, qui sont positives. On veut avoir de la confiance, que nos employés soient en confiance, que les employeurs soient honnêtes aussi, que les employés, entre eux, soient honnêtes, se respectent, la courtoisie. Donc, toutes ces valeurs-là d'entraide, quand c'est présent, ça facilite, dans le fond, d'avoir une meilleure santé psychologique. Une vision commune. Là. Une vision commune, santé psychologique. Un soutien psychologique aussi. Donc, tu parlais de contribution aussi. Donc, une entreprise qui encourage la contribution, s'assure du bien-être de ses employés, puis fait quelque chose si ce bien-être-là il est en péril. S'il y a des problèmes, on est capable de dire « Wow, OK, on va trouver une solution à ça. » Donc, c'est pas juste de voir que tout va bien, c'est que quand ça va mal aussi, on est capable d'aller trouver des solutions à tout ça. Parce que même si ça va bien côté chiffres, si ça va pas bien côté humain, éventuellement, les chiffres vont payer. Ben oui, c'est ça. Mais tu peux être d'une zone où est-ce que les chiffres rentrent, tout va bien pour comme l'entreprise côté statistique, mais tu n'es pas à l'écoute des employés, ça va tomber éventuellement. Oui. Quand tu vas perdre 3 employés clés parce qu'ils sont en burn-out, ben, tes chiffres vont changer. Là. C'est ça. Fait que je pense que c'est comme être prévoyant aussi. Oui, puis, tout à fait. J'ai beaucoup aimé, tu as parlé tantôt d'attente claire aussi, savoir à quoi s'attendre. Donc, lorsqu'on a des nouveaux projets, nouveaux, il y a des nouveaux défis à relever, bien, quand le leadership de l'entreprise est clair, a des attentes claires, que les employés savent quoi faire, à quoi s'attendre, ça facilite aussi. Tu sais, quand on est tout le temps dans zone grise, de ne pas trop savoir c'est quoi là qu'on s'attend de moi ou ce job-là. Donc, quand ça, c'est bien clair, ça facilite. Comme c'est quoi un succès, là? Pour mon poste à moi, c'est quoi un succès par rapport à ce projet-là? C'est que je fasse ça excellent. Là, au moins, l'employé a un plan. Oui, c'est ça. Oui, puis tu sais, s'il y a un changement, je ne sais pas, un processus qui change ou tout ça, tu sais, que les employés soient au courant, puis qu'ils savent, OK, il y a un changement, puis qu'ils soient formés en conséquence aussi par rapport à ce nouveau processus-là qui change. Tu sais, d'être bien formé pour être capable de s'adapter, de faciliter l'adaptation. Bon, on parle de politesse, de respect entre les employés, les employeurs, avec les employés, mais aussi avec les clients, les business qui font affaire avec des clients aussi. On peut voir la façon dont on traite nos clients peut être un reflet de ce qui se passe dans l'entreprise. Et plus loin que ça, si tu es un entrepreneur puis un client qui manque de respect envers ton staff, ben, choisis ton staff. Tu pas d'autres clients. Ouais. Tu as une main-d'œuvre en ce moment, tu n'auras pas d'autres staff. Fait que, tu sais, il faut jamais endurer non plus un client toxique, et ça existe, malheureusement, puis que ça amène un stress à ton entreprise. Je pense que c'est important aussi, même si ça rapporte des chiffres, de dire qu'on va se réinventer pour ne pas avoir ces clients l'année prochaine, parce que je suis en train de parler des employés. Donc, un entrepreneur qui est aussi à l'écoute de la pérennité de son opération et non pas juste son deadline de fin d'année. C'est ça. Oui, c'est important. Des exigences psychologiques, donc d'avoir un moyen d'évaluer aussi les exigences psychologiques, de ce qu'on demande à nos emplois, d'avoir un moyen d'évaluer ça aussi, de dire, OK, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on en demande trop? Est-ce que, c'est ça, est-ce qu'il y a une certaine activité qui, ben là, ça peut être danger physique aussi, là, des fois, est-ce que c'est sécuritaire le milieu où est-ce qu'on travaille aussi? Donc, est-ce que les activités qu'on demande à nos employés de faire, ça les met en danger au niveau de leur santé mentale ou physiquement, donc d'avoir des processus d'évaluation de ça. Donc, ça aussi, c'est important. Croissance et perfectionnement. Justement, est-ce que les employés ont la possibilité d'avoir des promotions à un moment donné? Est-ce qu'ils ont la possibilité d'aller suivre des cours pour améliorer leurs compétences, s'améliorer au travail, d'en connaître davantage pour être capable de faire encore mieux? Donc, c'est ça qu'on veut dans une organisation, c'est qu'on ne veut pas se staller puis tout le temps faire d'avoir tout le temps exactement le même niveau de connaissance. Ça évolue autour de nous, la technologie évolue. Puis ça, d'avoir la possibilité d'apprendre
davantage sur notre Puis travail. je pense que quand il n'y a pas ça, l'employé va te transformer en une personne qui a 50% de son temps à chercher un autre job. Fait que là, tu as un employé qui rentre à la job qui est déconnecté parce que justement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de futur. Ouais. Puis des fois, c'est pas juste des promotions, c'est d'écouter ton employé et faire comme, moi, j'aime vraiment ça, faire ça. Je suis comme, OK, mais on en vendre plus de ça. Parce que j'ai un employé que je veux garder. Tu sais, le gérant, c'est Ouais. on va faire plus de ça, vu que toi, tu veux rester, puis je veux t'avoir. Donc, OK, on va... Puis je pense que c'est important d'être à l'écoute de ça, que ce soit une promotion ou juste se diriger vers ce qui les passionne aussi. D'aller voir nos forces, hein? D'aller voir nos forces. D'aller voir les forces des employés. Quand tu rentres à l'île, c'est ça, exactement. Puis moi, avec le business coaching, c'est justement de réaliser que ma force, c'est le brainstorm. Ma force, c'est gérer des idées. Donc, il faut que j'aille faire plus de ça et moins de montage. Parce que moi, mon TDAH, montage, c'est là. Ouais. Il est où le maudit fichier? Tandis que Matthew, lui, c'est... Ouais. Fait qu'on dirait que c'est encore le genre de nos forces, puis ça nous aide tellement plus à s'apprécier puis s'aimer. Donc, absolument. Oui, puis tu sais, je vois aussi, moi, personnellement, dans la job que je faisais avant, ma boss connaissait mes forces, mais en même temps, me connaissait assez pour aller me pousser en dehors de ma zone de confort, pour que je puisse évoluer. Tu sais, moi, j'avais une tendance plus à être comme, OK, moi, j'aime maîtriser mon sujet. Bon, j'étais conseillère pédagogique, donc je donnais des formations, tu sais, pour des profs là, de l'élémentaire. Donc, il y avait certains sujets que j'étais vraiment confortable. C'est le fun d'être confortable, tu sais, mais à un moment donné, justement, il faut évoluer, il faut grandir. Donc, elle était capable, juste, tu sais, à un niveau correct, sans me donner trop de stress ou d'anxiété, de dire, OK, va explorer ça, voir. Tu sais, puis je suis bien contente qu'elle l'ait faite parce que ça m'a ouvert des portes sur d'autres choses, sur d'autres sujets, puis j'ai comme fait, hey, j'aime ça, finalement. Tu sais, mais d'y aller en doute pas. Tu sais, ça m'avait garoché ça d'une journée à l'autre, ça aurait été trop, mais elle m'a soutenue dans ça, me permettre de sortir de ma zone de confort, mais avec le soutien nécessaire, puis tu sais, je suis bien contente qu'elle l'ait faite. Puis pour l'organisation, tu viens régler un autre problème peut-être, à cause que tu t'es sorti de la zone de confort, tu as pris d'assaut à un autre projet, une autre idée, peu importe. C'est ça, oui. Donc, c'est important. Parlais de reconnaître aussi, de reconnaître, c'est quoi le mot en français? Ce que les employés ont accompli, de le reconnaître. Hey, il y a un projet qui a été mis à terme, ça a eu du succès, on le dit. Tu sais, des fois, comme à l'Association canadienne pour la santé mentale, on a un tableau. Puis là, ça montre les employés que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans. Donc, on reconnaît finalement l'effort, le temps investi dans l'entreprise. C'est super important, tu sais, des moyens de donner des récompenses aussi. Tu sais, quand on ne veut pas créer une compétition malsaine, c'est pas le but. Mais tu sais, de reconnaître puis de dire, hey, bon job, tu sais, je suis fière de toi, puis ça, c'est super important. L'aspect participation aussi, est-ce que les employés peuvent dire ce qu'ils en pensent dans les projets de l'entreprise? On en parlait tantôt, c'est plus du big picture, tout ça. Je pense que tout le monde devrait. Moi, c'est marrant ma philosophie faire moi. C'est là que tu te sens valorisé. Puis c'est là que tu peux comprendre davantage dans quelle organisation tu es. Puis d'amener ton grain de sel. Sinon, quand tu travailles toujours avec, c'est ma job à moi, ben tu respectes peut-être moins la job de l'autre. La seule affaire que tu connais de l'autre job, c'est qu'il rentre dans ton bureau et dit il y a le rapport. Mais quand tu as un big picture, tu dis lui aussi, c'est stress, on va s'aider. Oui, oui, c'est vrai, je ne le voyais pas comme ça, mais oui, en effet. Puis comprendre tous les départements, comprendre c'est quoi le début puis une fin dans l'entreprise, comment on parle beaucoup d'entreprise, mettons un client ou un produit, mais de A à Z, tout le monde devrait être au courant du A à Z, puis c'est toi t'es M, toi t'es P dans le A à Z, puis tu respectes plus les stress des autres personnes à ce moment-là. Mais tu sais, de voir aussi, tout à fait, puis de voir aussi où est-ce que nos employeurs s'en vont. Tu sais, c'est quoi, comment ils voient le futur? Qu'est-ce que tu en penses? C'est d'avoir ces discussions-là avec les employés, puis de dire, hey, c'est ça, d'avoir leur idée aussi. Peut-être que, tu sais, des fois, on veut sortir en dehors de la boîte, là, get outside of the box. Mais tu sais, d'aller chercher des idées, ça ne veut pas dire que tout le temps, l'employeur va prendre toutes les idées de ses employés, mais en même temps, peut-être que les employés vont avoir des idées que le boss n'a pas pensé. Qui ont les mains dans la sauce. Là. Oui. Fait que, tu sais, mon employé qui t'explique comment il fait sa journée pour elle. Moi, mettons, j'invente la situation, mais je reçois un rapport tous les vendredis. Mais cool, mais il prend 30 heures faire ce rapport-là en 2 semaines. Mais je pense que ça prend 30 heures. Mais parce que ça, puis ça. Attends une minute, on va appeler l'autre, puis on va faire ça, puis ça va te prendre 2 heures. Ouais, OK. Là, je viens de sauver. Fait que faut que tu sois au courant. Sinon, non, on va faire leur job, ils vont s'en sortir parce que souvent, le monde, ils veulent pas être le problème, ils veulent pas être... We're just gonna do it. Mais c'est bon pour un entrepreneur d'entendre des processus que tu as mis en place il y a 10 ans, mais que il y a un app qui pourrait faire ça. Là, on vient de sauver 2 employés qui peuvent faire d'autres choses à la place. C'était ça aussi la growth des fois, c'est d'automatiser certains processus. Mais pour faire ça, il faut que tu sois à l'écoute des gens qui sont dans le processus. Tout à fait. Tu sais, puis, tu sais, prendre un temps, des fois, avec
avec chaque emploi, de dire, hey, OK, tiens, un temps régulier de faire un... C'est quoi, sur quel projet tu es en train de travailler? Comment ça avance? C'est quoi tes défis? Oui, c'est ça. Y a-t-il quelque chose que je peux faire pour t'appuyer? Moi, je sais que mon directeur le fait. Oui. Ça me fait rire parce que ça l'aide aussi au fait que tu rentres dans le bureau du boss, c'est jamais bon. Mais là, tu rentres dans le bureau du boss parce qu'il veut t'écouter. Oui. Fait que quand il t'appelle dans son bureau, même si c'est négatif, tu rentres pas là avec la patate dans le chest prêt à mentir. C'est ça. T'arrives là en disant qu'est-ce qu'il y a? Ça va trop bien. OK, cool, mais ces rencontres-là régulières avec ton gestionnaire ou toi-même le patron, ça démontre aussi qu'il y a une attention à porter à toi. Puis je pense, puis autre qu'une évaluation. Oui. OK, c'est bien beau, là, ça compte pas, ça. Non, on va t'évaluer, mais juste t'écouter, voir où est-ce que tu en es. Je pense que c'est vraiment super important pour tout le monde, au niveau de la rétention des employés aussi. Oui. Puis là, ils peuvent voir justement puis réaliser que finalement, comme tu disais, ça t'a pris 30 heures faire ça. Comment ça? Écoute. Parce que ce département-là fait seulement dans ce système-là. Le système ne parle pas parce que c'est les risks de whatever. OK, attends une minute, on va régler ça. Oui, tout à fait. Puis c'est là, je pense. Puis, tu sais, l'importance aussi que les employés se sentent en confiance de dire à leur employeur quand ça va pas ou qu'il y a des choses peut-être dans la business sans avoir peur de perdre leur emploi. Tu sais, s'il y a quelque chose qui a un bug, là, puis qu'il n'y a personne qui le dit, là, mais c'est ça que cette sécurité-là de dire j'ai la permission poliment, tu sais, de façon professionnelle, de dire il y a un bug, là, ça fonctionne pas, est-ce qu'on peut en parler? Tu sais, sans avoir peur de dire ben là, il va, tu sais. Parce que souvent aussi, les employés ils vont patcher les problèmes pour finir leur job, c'est normal. Fait qu'il y a un petit problème, j'invente le système, il lit pas la bonne donnée comme ça, mais quand tu te mets là et tu fais ça, même ça marche, OK, cool. Mais quand tu es rendu à 30 processus autres que le processus qui peut être fait parce que tu es workaround comme ça, comme patron, tout se fait, tu es correct. Mais tu as 2 personnes dans le burn-out. Là. Parce qu'on a commencé à patcher l'autre patchage, que ce soit sur une ligne de production, que ce soit n'importe où. Puis c'est pour ça que je pense, comme tu dis, quand tu parles aux gens qui ont les mains dans la sauce, tu réalises que comme entrepreneur, comme vous faites ça, ben non, on va vous régler ça va vous coûter 2000 $ que le programmeur, puis on va régler ça à jamais. Mais on ne sait pas sinon si on se parle c'est pas, ça. right? C'est ça. Communication ouverte. Communication ouverte, puis enlever le stress de voir le patron. Mais comme comme tu disais, ils rencontrent les gens pour check-in. Oui. Ben, Colin, ça fait du bien de se faire de check-in avec le boss. Tout à fait. Puis oui, il va y avoir des conditions plus plates éventuellement, mais tu as ces check-in-là avec la personne. Je pense que ça ajoute de proximité avec le gestionnaire et ses employés. Là. Tout à fait. Tout à fait. Gestion de charge de travail aussi, tu sais, comme tu dis, là, si on est au courant de nos employés, de la charge de travail, mais tu sais, ça peut être de dire, parce qu'en fait, ils ont fait... dans le fond, selon les études ou peu importe, ils disent que le facteur le plus important, le plus important facteur de stress au travail, là, qui est ressorti, là, c'est quand les employés disent qu'ils n'ont pas assez de temps pour faire tout ce qu'ils ont à faire. La charge de travail est trop lourde pour le temps qu'ils ont. Donc, c'est super important, c'est ça, d'avoir cette communication-là pour essayer de trouver un équilibre entre le temps et la charge de travail qui est demandée aux employés. Oui, c'est ça. Puis les ressources, que tu parles, c'est ça, les ressources disponibles à donner aux employés pour qu'ils soient plus efficaces dans le travail qu'ils sont en train de faire. Puis c'est de dire, OK, on a vu au contrat, cool, mais as-tu les ressources pour livrer? Exactement, c'est ça. Oui. Se sentir engagé dans l'entreprise. Est-ce que les employés, finalement, sentent qu'ils contribuent à la croissance de l'entreprise? Sont-ils fiers? Est-ce qu'ils ont un sentiment de satisfaction, d'appartenance à la compagnie? Parce que si on a ce sentiment-là, ben on veut collaborer et on va mieux travailler parce qu'on on a ce sentiment-là d'être engagé dans la job qu'on fait. Ne serait-ce que même un redesign des bureaux. Bon, sans parler aux employés, quelle couleur on veut les murs? OK. Le patron, je comprends que tu aimes le jaune, mais peut-être ça tape ses nerfs au monde, le jaune. Non, mais tu sais, puis c'est là que je pense qu'en entrepreneur aussi, c'est de regarder et de dire, OK, oui, c'est mon entreprise, mais dès que tu es des employés, c'est plus ton entreprise, c'est l'entreprise. Puis toi, tu as un rôle là-dedans. Oui, je crois que tu as toutes les parts, mais c'est pas grave, tu as un rôle de gestionnaire, de patron, de vendeur, peu importe ce que ton rôle au sein de l'entreprise. Mais justement, de s'engager, c'est de dire aux employés, de dire, hey, quand vous rentrez vos bureaux, vous écoutez, on a mis le tapis ce couleur-là, on a mis, tu sais, parce que commencer à embarquer le monde dans cette culture d'entreprise, on parlait de vision, valeur, tout ça, mais de s'engager aussi dans les changements de l'entreprise. Je pense qu'une fois que tu vois ton opinion sur un mur, tu sais, que tu as décidé, tu as passé au vote, un nouveau logo sur le mur qu'on va mettre, puis c'est là qu'il a passé, tu dis, crime, j'ai pensé à ça moi aussi. Ça fait en sorte que tu te sens plus engagé justement vers la vision de l'entreprise. Oui, tout à fait. Oui. On a parlé aussi, tu sais, un employeur qui est au courant quand même d'essayer de créer un équilibre entre
le travail, les employés au travail, mais qui ont leur vie de famille aussi, ils ont leur vie de travail. On parle de congé de paternité ou d'être ouvert quand même à ça pour que les employés mettent des conditions pour favoriser cet équilibre-là, famille, travail, vie sociale et tout ça. La protection de la sécurité psychologique, on en a parlé un peu, donc, mais oui, c'est ça. Comme je disais, que les gens se sentent où les employés se sentent capables de dire « moi, j'ai des suggestions à faire c'est ça, de leur point de vue sans avoir peur, là, finalement, qu'on leur enlève leur job ou tout ça. Tu même d'en créer un processus pour que les gens ne fassent pas juste partie de l'abstrait, quand je peux dire ça. On dit « non, il y a un espace pour ça, je sais pas, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être sur un intraweb ou d'un meeting spécifique que tu demandes, mais que tu as accès à t'exprimer comme ça sans que ce soit un genre de... Alright, il faut que je le fasse. Oui. C'est un processus bien simple. Que quand tu as quelque chose, tu ne files pas, regarde, tu peux appeler cette personne-là pendant un meeting de l'HR, comme avec un processus comme ça qui est banalisé. Oui. Fait comme ça, ça fait partie de la culture. Exactement. Ça fait partie de la culture. Puis finalement, le dernier aspect, c'est l'aspect protection de l'intégrité physique. Donc, c'est de s'assurer aussi que tout est sécuritaire. Quand les employés savent que tout est sécuritaire physiquement et tout ça, bien, ça rassure aussi. On est moins stressé. Donc, quand les employeurs s'assurent que les employés sont protégés des dangers puis des risques qui peuvent être posés par l'environnement physique, c'est super important. Ça peut être aussi, les heures de pause, encourager, hey, 15 minutes là, de break le matin, là, prenez-le, essayez c'est important, ça fait du bien au mental d'avoir des pauses. Donc, s'assurer, c'est ça que les horaires prévoient des temps de pause, puis que les questions de sécurité, c'est pris au sérieux. Un employé qui dit « Hey, ça, là, cette machine-là n'est pas sécuritaire », bien, que ça soit pris au sérieux, puis que ça soit... Puis ça apporte une confiance de l'employé envers l'employeur qui a à cœur sa sécurité. Oui. Mais tu parlais des pauses aussi, qui est très drôle, parce que tu veux que tout le monde prenne leur pause, parce que sinon... Je comprends que toi, tu n'as pas besoin d'une pause, que ça rock ta vie en ce moment, mais le problème avec ça, c'est que tu mets un standard que je n'aime pas que les employés aillent. Là. Fait que là, tu sais, si je fais une culture d'entreprise peut-être plus vieillot, qui sont comme un check, là, c'est des bons employés, ils prennent jamais de pause, ils font l'overtime gratuitement. Je suis comme, OK, mais peut-être qu'ils vont tomber en burn-out ou non, tant mieux pour eux autres, mais c'est pas la réalité pour les autres employés que tu vas avoir. Là. Fait que pas forcer, mais genre encourager, hey, prends ta pause, va dîner, fais tes choses pour que tout le monde ait le même beat. Là. Oui, absolument. Oui, c'est ça. Oui. J'essaie de la formuler parce qu'on a quand même parlé des différentes choses qui sont bénéfiques à avoir en entreprise. Tout est un stress. Okay? Si on écoute les bouddhistes, tout est une souffrance. Okay? On se lève le matin, on touche, on vit des choses. Il y a toujours du stress. Oui. On ne peut pas échapper à ça. Ça fait partie de la game. Des fois, on écoute des films pour être stressé. Des fois, on aime le stress. Tu vas à ronde, ça se crée du stress. Fait le stress fait partie de la vie de l'être humain. Comment ça peut affecter, par exemple, le stress, peu importe le niveau de stress au travail, comment ça peut t'affecter au niveau du stress organisationnel ou même de l'individu comme tel? C'est ça, parce que, comme tu dis, le stress, on peut pas l'échapper. Donc, même dans un bon milieu de travail, il va y avoir du stress. Il y a un nouveau projet qui arrive, puis là, ben, on est un peu limité dans le temps et tout ça. Donc, c'est ça. Moi, je veux parler, dans le fait, de ce que c'est le stress, parce que j'en parlais un petit peu tout à l'heure, comme quoi on peut avoir du bon stress puis du mauvais stress, mais on sait que le mauvais stress, c'est pas bon pour la santé, tu sais, mais en même temps, il faut pas juste focusser sur le fait « le stress, c'est mauvais pour la santé, puis il faut le limiter, puis tout ça ». Il y a une façon de gérer notre stress, de voir le stress qui fait en sorte que les répercussions sont moins négatives sur notre santé ou qui sont pas négatives sur notre santé. Donc, comme je disais, ça fait partie... Le stress, ça vient à la fois des bonnes choses puis des mauvaises choses. Un mariage, c'est un stress. C'est le fun. On se marie, un bel événement, mais c'est quand même une source de stress. Le stress, c'est la réponse du corps à quelque chose qui est réel ou même une menace perçue. Donc, il peut ne pas y avoir quelque chose de réel, mais qu'on a un stress pareil parce qu'on s'imagine que... Suffer more in imagination. Oui, notre imagination, des fois, là, absolument. Elle nous amène vraiment... Hein, puis ça finalement... va bien mal dans le futur. On s'imagine, le pire scénario, là. Ben, est-ce que le pire scénario, il arrive tout le temps? Non, ça n'est pas tout le temps. Oui. Puis, j'aime beaucoup. Puis c'est ça, je vais parler de cette auteure-là qui a écrit un livre. Elle s'appelle Kelly McGonigal. Elle a aussi un TED Talk. Tu connais les TED Talk? Oui. Et puis, son TED Talk, c'était « How to make stress your friend ».
Je dis comme, OK, est-ce que je peux vraiment avoir une relation super positive avec mon stress? Puis oui, puis elle a écrit un livre aussi par rapport à ça. C'est une psychologue de la santé qui a fait beaucoup de recherches, qui a lu beaucoup la recherche au niveau du stress. Puis c'est ça que je voudrais partager aussi avec les gens pour changer un peu notre mentalité, puis d'essayer de voir tout le temps comme le stress comme étant quelque chose de négatif qu'il faut bannir. Non, on en a tout le temps du stress. Comment qu'on peut vivre, puis qu'il y ait le moins de répercussions négatives sur notre santé, finalement, puis que ça ne nous conduise pas à une maladie mentale, peut-être, c'est tout ça. Donc, je vais te poser une question. Je vais te donner 2 affirmations, puis tu vas me dire laquelle qui, selon toi, correspond plus à ce que tu penses par rapport au stress. OK. Okay. Ou peut-être comment tu pensais avant qu'on jase de ce qu'était le stress. OK. Le stress, c'est nocif, ça doit être évité, ça doit être réduit, ça doit être géré. Okay. Ça, c'est la première affirmation. La deuxième, le stress, il est utile. Il doit être accepté, utilisé et embrace, embrassé. Je dirais que la deuxième, parce qu'on a parlé de ça face à Oui, c'est ça. Mais c'est sûr certain que si tu pouvais même éliminer l'autre, la deuxième, j'aurais dit que la première, non, c'est vrai. Ouais. C'est ça que je veux dire. Ouais. Fait que là, je triche un peu, parce que je sais que c'est la deuxième, mais la première, stand-alone, j'aurais fait absolument, tu sais. Oui, c'est ça qu'on pense, mais c'est ça, on peut pas, comme on dit, on peut pas tout l'imaginer. Puis, pas l'imaginer, s'en débarrasser finalement du stress, c'est toujours là. Donc, elle, dans le fond, elle est tombée, elle était psychologue, donc elle voyait ses clients, puis là, comme elle disait, hey, réduisez le stress dans votre vie, réduisez parce que c'est pas bon pour votre santé, Puis là, elle est tombée sur une recherche, puis c'est ça que je vais vous partager, qui a comme tout changé sa façon de voir le stress, puis de dire, oh wow, OK, on va gérer. En 1998, il y a une recherche qui a été faite, ils ont demandé à 30 000 adultes aux États-Unis, bon, c'est pas canadien, mais bon, quand même, 30 000 adultes aux États-Unis, ils ont demandé combien de stress ils avaient subi au cours de l'année précédente. Mais ils ont aussi demandé, pensez-vous que le stress est nuisible pour votre santé? Donc là, ils ont ramassé les données par rapport à ça. 8 ans plus tard, ils sont allés dans les archives publiques, puis pour voir, parmi les 30 000 personnes qui ont été interviewées, c'est qui était décédé finalement. Bon, ils ont retrouvé, dans ce qu'ils ont trouvé, un niveau de stress élevé augmentait le risque de décès de 43 %. C'est quand même pas mal. OK? Mais, puis là, c'est là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que cette augmentation-là du risque ne concernait que les personnes qui pensaient également que le stress nuisait à leur santé. Donc, les personnes qui ont déclaré un niveau de stress qui était élevé, mais qui ne considéraient pas leur stress comme nuisible, ils n'étaient pas plus susceptibles de mourir. Donc, en fait, ils présentaient le risque de décès le plus faible de tous. Même ceux qui avaient un petit peu de stress avaient plus de risque de mourir que ceux qui avaient du stress, mais qui se disaient que le stress n'est pas négatif pour la santé. Donc, en fait, ils ont conclu que le stress seul, c'est pas juste le stress, c'est pas le stress seul qui tue les gens, c'est vraiment de penser qu'en plus, c'est d'être stressé, mais c'est de combiner ça à la croyance que le stress, c'est nuisible. Absolument. J'aime ça, que c'est une bonne énoncée parce que je parle beaucoup de moi parce je suis là, j'ai pas le choix, là, mais tu sais, je suis en affaires, j'ai des dettes d'entreprise. Puis quand je parle de mes dettes à des gens d'affaires plus âgés, ils sont comme, t'as pas de problème, toi, en affaires. Là. Si ta business, ça va bien, tout ça. Mais moi, c'était peu nouveau pour moi, tout ça. Et ça m'a aidé, avec mon business coach et mes mentors, de réaliser que c'est tout un jeu. Fait que, tu sais, mon fils est important, ma famille est importante, ma copine est importante. Puis le restant, c'est un jeu. Fait que j'ai plein de stress avec l'entreprise. On a des projets, il faut aller à London, Ontario, il faut faire le montage de ça, faut travailler. Les caméras viennent de lâcher, il y a une lentille de péter. C'est tout stressant, mais c'est un jeu. Hey! C'est un jeu. Demain, il y a demain. L'année prochaine. Bon, le projet foiré, on va appeler le client, on va avoir une conversation. Puis je pense que, comme tu dis, puis il y a des gens qui ont pas ces défis-là, mais ils ont des défis de... Ils achètent un char qui ne peut pas s'afforder, les paiements sont trop hauts, puis juste ça, ils ne veulent pas vendre leur char, parce que le voisin, il va créer un stress chez eux, puis ils vont stresser par rapport à ça, puis c'est plus un jeu, c'est l'affaire qui les consomme le plus. Fait qu'il y a des gens qui sont consommés par leur stress, puis je peux comprendre que les gens qui sont consommés par leur stress... Puis puis tu sais, on ne veut pas nier le fait qu'il y a des choses très difficiles dans la vie qui peuvent arriver, là. Puis même si, puis c'est là que je vais dire, je ne vais pas le dire en anglais, parce que c'est un peu cru, mais on mange tout notre sandwich à caca. Chacun notre sandwich. Puis c'est pas parce que moi est plus grosse que la tienne que j'ai une vie plus tough que la tienne ou moins tough que la tienne. Chacun
chacun a leur propre vision de c'est quoi un stress, c'est quoi une blessure. Fait que faut jamais se comparer. Non. Là, je vais envie d'être un peu trop personnel, mais j'ai un enfant avec une maladie assez sévère, puis j'en parle pas beaucoup parce que j'aime pas ça être comparé. Parce que toi, là, ton enfant qui est le spectre de l'autisme, peut-être pour toi, ça stresse plus que moi qui a une maladie quelconque, peu importe. Puis je respecte ta souffrance autant que la mienne. Puis c'est là que ça vient, comme tu dis, peu importe ton niveau de stress, comment que la personne le perçoit. C'est super intéressant parce que tout le monde vit des stress, mais c'est la manière qu'il le perçoit. Est-ce qu'on se rend malade avec notre stress? Puis c'est ça que tu dis un peu. Les gens qui sont rendus malades avec leur stress avaient 43% de chance de plus de mourir. Fait que c'est intéressant comme la vision de ton propre stress à ce moment-là. C'est ça. Wow. Oui. Puis l'autre aspect, une autre chose donc qu'elle a parlé aussi, tu sais, quand on vit un stress, là, notre cœur, ou bien avant, je vais me donner avant d'arriver au podcast ce matin. Tu sais, transpire un peu plus, le trac, le cœur qui bat, on respire un peu plus vite, puis ça, tu sais, on peut dire, hey, je suis stressée, je suis anxieuse, etc. Ouais, mais attends une minute. Changeons de bord, là. Pensons ça d'une autre façon. Si je respire plus vite, qu'est-ce qui se passe? Il y a plus d'oxygène qui s'en va à mon cerveau. Mon cœur bat plus vite. Bien, justement, ça l'amène aussi l'oxygène plus rapidement au cerveau. Donc, ces symptômes-là physiques qu'on a, en fond, c'est notre corps qui est en train de nous aider à traverser le stress qui s'en vient. Donc, si on le voit comme étant « mon corps m'aide à relever ce défi-là », au lieu de dire « ah non, je suis full stressée, c'est pas bon, je vois... » Tu sais, non. Pensons-là que c'est ça, c'est le cœur, c'est le corps, puis qui nous aide. Puis si on perçoit le stress de cette façon-là, le corps, il va te croire. Il va dire « hey, OK, comme tu dis, c'est un jeu. » Ou « hey, c'est un nouveau défi à relever. » Bien là, tu sais, notre réponse au stress, à ce moment-là, elle va être plus saine. Parce qu'on sait que le corps... C'est fou, hein? Absolument. Puis je fais du stand-up. Ça fait 10 ans. Puis pendant une bonne partie, avant que j'embarque sur scène, c'est syndrome d'imposteur. J'avais peur de déranger le monde. Qui n'a pas ça, hein? Puis là, j'ai le gros trac avant de rentrer, tout ça. C'est le cœur qui bat, puis la boule dans la gorge, tout ça. Aujourd'hui, avec un autre de mes mentors, il y avait un recevoir en disant, mais vu que ton langage d'amour, c'est rendre service, mais vois ça comme les gens payent un billet puis ils veulent rire. So go to work. Get to work. J'ai le même stress, j'ai la même patate qui va, mais je regarde Mathieu avant le show, je dis, moi, t'es un monstre. Puis j'embarque sur scène, j'ai hâte d'être là, Mais c'est le même feeling. Là. C'est le même feeling. J'avais lu, écoute, j'ai peut-être pas la recherche derrière, là, mais il me semble avoir déjà lu que les sentiments, pas les sentiments, les symptômes physiques qu'on a là, quand on est anxieux, ben, quand on est stressé, c'est très semblable à quand on est excité. Quand on a out. Puis c'est ça. Puis j'avais lu dans un livre que c'est ça, les gens qui font des gros shows et tout ça. Ben, comme toi, là, tu sais, là, qui font devant des petits... c'est un très gros show que tu fais. Je comprends. Mais ils ont réussi, même quand ça fait des années qu'ils font ça, ils ont toujours le trac, mais c'est la façon dont ils le définissent qu'ils font ensemble qui performent super bien. Ils font comme, OK, hey, yes, j'ai ça, c'est parce que ça va m'aider à performer. C'est quelque chose quand même, quand on pense à ça. Là. Puis absolument, l'excitement puis le stress, c'est vraiment intéressant. Oui. Puis, une autre affaire, notre cœur, OK? Quand on est stressé, on entend souvent, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de cette hormone-là, tu sais, le cortisol, là, tu sais, que c'est négatif, là, une hormone du stress. Mais on a aussi l'oxytocine. Tu as déjà entendu parler de l'oxytocine, une hormone de l'amour? Ouais. Mais ça, c'est une hormone aussi qui est sécrétée quand on a du stress. Mais ce qui est positif, c'est que cette hormone-là, elle aide vraiment au niveau du stress. Donc, l'oxytocine, quand on vit une période de stress, c'est quoi notre première réaction? C'est qu'on va aller chercher de l'aide. On n'aime pas ça être stressé. On a tendance à vouloir aller chercher de l'aide. L'oxytocine, peut être produit aussi, puis elle nous amène à aller, quand on est stressé, on est incité à aller chercher de l'aide. Puis quand on reçoit de l'aide comme ça aussi, on a plus d'oxytocine qui est produit. Notre relation sociale favorise ça aussi. Donc, notre réponse au stress, elle veut qu'on soit entouré de gens qui se soucient de nous. Ça crée plus d'oxytocine. Puis l'oxytocine, on a sur notre cœur, dans le fond, notre système cardiovasculaire, là, on a des cellules cardiaques qui sont là, qui reçoivent l'oxytocine puis qui aident à régénérer les cellules qui sont autour de notre cœur, puis ça renforce le cœur. Donc, quand on est dans une période de stress, c'est allons
chercher de l'aide, allons avoir un contact physique avec les gens, on va produire plus d'oxytocine, puis ça va aider à régénérer notre cœur, puis faire face de façon plus facilement au stress. Wow. C'est fou, hein? L'autre chose aussi, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite, une autre étude aux États-Unis. Ils ont fait auprès de 1000 adultes. C'est des adultes qui étaient âgés de 34 à 93 ans. Là, ils ont commencé la même question. Quelle quantité de stress avez-vous expérimenté l'année précédente, l'année dernière? Et là, l'autre question, c'était combien de temps avez-vous passé à aider vos amis, vos voisins, les personnes de votre entourage? Puis là, OK, ils sont allés voir les données après ça. Pour tous ceux qui avaient vécu un stress majeur, comme des difficultés financières, des crises familiales, le risque de décès il avait augmenté de 30 %. Mais, il y a toujours le mais, c'était pas vrai pour tout le monde. Les gens qui avaient passé du temps à s'occuper des autres, ils ont montré absolument aucune augmentation de risque de mortalité liée au stress. Fait que oui, quand on a du stress, d'aller chercher de l'aide, mais il y a aussi d'aller aider les autres. Donc, la composante d'aller aider d'autres personnes peut vraiment... En fait, c'est ça. Le risque de mortalité lié au stress, c'était zéro. Il n'y en avait pas. Je m'avance, mais est-ce que c'est parce que ça relativise tes propres stress par la suite? Tu sais, veux dire, je pense que c'est comme, tu vis tes stress, tout ça, oui, mais quand tu vas aider quelqu'un d'autre avec ses stress aussi, tu réalises qu'on est dans le même bateau, puis que tu n'es pas spécialement plus stressé. Il y a ça aussi, là, quand le spotlight de darkness que tu mets sur toi, parce que tu penses que tu es la pire au monde, puis ainsi de suite, je pense qu'en aidant aider les gens, peut-être que ça ouvre la porte à dire, hey, lui s'en sort, elle s'en sort, je peux m'en sortir moi aussi, parce que justement, tu aides les gens autour de toi, puis c'est réciproque par la suite, I guess. Oui, bien, je t'imagine, peut-être quelqu'un, peut-être qu'à un moment donné, tu vas pouvoir te faire aider par cette personne-là. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment de prendre soin des autres, ça crée comme une forme de résilience. On parlait de résilience tout à l'heure. Donc, fait que grosso modo, ce que cette nouvelle science-là du stress, puis c'est ça, il y a beaucoup de recherches maintenant qui sont faites justement sur le stress, sur comment justement changer notre façon de voir le stress, ça a un impact, ça nous protège, là, finalement. Donc, c'est ça. La manière dont on perçoit le stress, c'est important. Donc, penser que notre réponse au stress est utile, de bien l'utiliser, puis ça nous rend sociable. Le stress nous rend sociable, donc demandons de l'aide, puis prenons le temps de prendre soin des autres aussi. C'est positif. C'est intéressant parce qu'on peut ramener ça même aux affaires, comme entrepreneur, comme patron, comme gestionnaire, peu importe. Il y a un nouveau stress d'entreprise qui s'en vient. Dans ton discours, ça va être soit un discours de cortisol ou un discours d'oxytocine. Tu sais, je veux dire, OK, ouais. Comme si tu arrives, OK, le nouveau projet, guys, ce sera pas facile, mais on va s'en sortir, parce que voici les plans qu'on a en place. Puis tu dis, puis si on s'en sort de ça, on pourra amener l'entreprise là, puis on va dire, tandis qu'arriver et dire, là, il faut que ce soit fait avant le mois de décembre, parce que je dis tout de suite, là, on s'en sortira pas avec l'entreprise. Et là, ça change le modèle, comment on va travailler sur le projet, comment on va traiter les autres qui travaillent sur le projet avec nous autres, tout ça. Fait que juste, c'est comme deux hormones, mais c'est complètement, ça peut être utilisé dans le discours du stress qui s'en vient, tu sais. Fait que c'est intéressant, même à ce niveau-là, comment que le discours que tu downloads comme entrepreneur à tes employés au niveau du stress, comment que ça peut déterminer le succès d'un projet. Fait que, tu sais, quand on parlait encore là de culture d'entreprise, s'il y a une culture d'entraide dans l'entreprise, ça veut dire que les gens qui sont stressés vont se sentir à l'aise d'aller voir leur patron pour leur dire « Écoute, je suis stressé. OK, on va mettre des choses en place pour t'aider. » Les employés vont pouvoir se parler entre eux, s'entraider. Bien, puis il y a aussi le fait qu'il y a une génération qui s'en vient, de Gen Z, qui sont déjà là sur le marché du travail, puis qui s'en viennent davantage. Eux, des patrons, ne veulent rien savoir de ça. Ils veulent travailler pour des idées. Ils veulent travailler pour un service. Ils veulent travailler pour un purpose. Quand tu arrives avec un discours en disant « faut que ça soit fait pour la fin décembre, parce que sinon, on travaille pour le patron. Quand on dit « Hey, guys, si on est capable de faire ça pour le mois de décembre, ça veut dire que l'année prochaine, on pourrait lancer ça. » Alors, on travaille pour l'idée, on travaille pour le concept. Puis le patron, il est là pour nous aider à accomplir on se sent engagé. On se sent engagé, absolument. Fait que même au niveau du stress, on s'en sauvera pas, le projet rentre. Là. Puis comme tu dis, il va y avoir du stress, no matter what. C'est comment qu'on perçoit ce stress-là au niveau micro, au niveau macro de l'entreprise aussi, je pense que c'est important. C'est super intéressant. Oui. Fait que le livre, dans le fond, c'est ça, je suis en train de chercher le titre du livre que je voudrais vous donner, le titre du livre. Écoute, je le rechercherai, puis on le mettra dans le... The Upside of Stress, quelque chose comme ça, mais en tout cas, je pourrais le mettre dans les ressources. Là. À la fin, si les gens sont intéressés, elle va vraiment beaucoup plus en détail là, dans son livre. Mais son TED Talk, How to Make Stress Your Friend, très intéressant aussi. Ce que je viens de vous partager, en fait, vient de son livre et de son TED Talk, de son discours qu'elle a fait. Donc, très intéressant d'aller voir. Puis justement, au niveau du stress, c'est quoi les stratégies pour le mieux gérer? Oui, bien, c'est ça. Donc, oui, on peut changer notre façon de voir les choses, mais il y a des stratégies aussi.
Aussi, un autre livre qui a été... c'est un podcast, un balado que j'avais écouté, puis c'était Brené Brown, je ne sais pas si tu l'avais... Tu connais, en tout cas, c'est une podcast très, très, assez quand même connue, qu'elle avait fait une entrevue. Le livre s'appelle Burnout, The Secret to Unlocking the Stress Cycle. As-tu déjà entendu parler de ça, le cycle du stress? Non, j'ai entendu parler d'autres cycles dans mes autres projets, là, mais je suis curieux de savoir c'est quoi le cycle du stress. Oui, c'est ça. C'est quoi le stress? Dans le fond, eux autres, ils disent que, comme on disait tout à l'heure, le stress, c'est pas le problème, c'est la façon dont on gère notre stress, tu sais, qui est important, puis la façon dont on perçoit le stress aussi. Ce qu'elles disent, c'est que l'objectif qu'on devrait avoir, c'est de passer du stress au calme. Quand on est constamment stressé puis qu'on boucle pas un cycle complet, c'est qu'on vit notre stress, puis qu'après ça, on a des stratégies pour revenir au calme. Si on ne revient pas au calme, le cycle, on revient au stress, c'est un cercle vicieux tout le temps. Ce qui fait que là, effectivement, ça peut être mauvais pour notre santé mentale parce que notre corps, notre cerveau, notre corps ne passe pas au moment de garder, de retrouver notre calme. Puis quand on retrouve notre calme, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on récupère, puis après ça, on est capable de passer au travers d'un autre stress. Il va tout le temps en avoir du stress. Donc, c'est super important de compléter ce cycle de stress-là. Puis là, c'est ça dans leur livre, dans le podcast que j'avais écouté, elle partageait justement c'est quoi les 6 façons de compléter le cycle du stress. Bouger, faire de l'exercice, j'en parlais. Moi, pour compléter mon cycle de stress, j'ai besoin d'aller bouger. Il faut que ça sorte. Puis là, après ça, effectivement, on dirait que ma vie est simplifiée après avoir couru puis dépensé, tu sais. Mais c'est comme je disais, ça peut être n'importe quoi. Là, ça peut aller nager, courir, n'importe quoi dans le fait qui te fait bouger. Puis ce qu'elle dit, c'est d'essayer. C'est pas toujours facile, mais tu sais, à tous les jours, d'avoir un 20 à 60 minutes. Bon, 60 minutes, ça peut paraître beaucoup, là, mais tu sais, déjà, si on dit on fait un 20 minutes, là, on commence petit à petit, puis on prend l'habitude, mais que ça soit régulier. Ouais. Donc ça, c'est une façon. La respiration, tu as sûrement déjà entendu parler de ça. On est stressé, notre respiration est plus rapide. Alors, intentionnellement, de commencer à prendre des respirations qui sont beaucoup plus profondes, plus lentes. Et elle, si elle suggère, il y a plusieurs façons de respirer plus lent, mais ce qu'elle suggère, elle, c'était de... tu inspires... Attends, mais là, je vais le relire comme il faut. Donc, tu prends une longue expiration, tu la tiens un petit peu, puis là, tu expires lentement. Le plus lentement possible, genre 10 secondes là, d'expiration. Puis après ça, tu fais une pause. Puis là, tu recommences encore. Inspire 5 secondes. Donc, ça l'amène vraiment à être plus conscient de notre respiration. Puis après une couple de respiration comme ça, on se sent déjà plus calme, tu sais. Un truc qu'on m'a été donné, parce que souvent, le problème avec la méditation, c'est que notre cerveau va ailleurs. Oui. C'est vrai qu'il est ailleurs, mais qu'il reste pogné ailleurs, puis tu oublies de respirer, finalement, tu étais sur la terre pour rien. Fait que c'est important. Mais je pense que le truc que j'ai bien aimé, puis ça vient à ça, mais au niveau visuel, c'est la boîte. Oui! Donc, oui, je la connais, celle-là. Tu vas avoir 4 secondes, mais tu fais 4 secondes de respiration, tu attends 4 secondes, tu fais la boîte. Là, c'est 8 secondes, 16 secondes. Puis éventuellement, tu peux te rendre à 30 secondes de respirer, puis expirer, puis retenir ton souffle. Wow. Et t'es ailleurs. Puis moi, je suis un gars qui s'est pris bien du temps avant qu'il croit là-dedans. Méditation, quand même, m'asseoir à terre, va faire ça. Puis je le fais pas ça si souvent, puis c'est plate parce que c'est tellement bénéfique. Tu peux t'asseoir pendant 10 minutes, puis concentrer sur la respiration, puis permettre ton cerveau d'aller où il veut aller, mais que ça rentre, puis ça sort. Tu juges pas, tu sais, c'est ça. Mais la boîte, ça aide beaucoup à contrôler, compter des TDAH. Je perdais le fil là, de compter. Là, je compte pas combien de respirations que je fais. Je fais juste faire la boîte. Fait que je calcule les secondes que je retiens mon souffle. Et je suis rendu peut-être à comme 15-20 secondes. Et tu te lèves de la terre. Et comme tu dis, pour ton exercice à toi, là, moi, c'est ça. Si tu te lèves, tu es comme, hey, on va manger une banane, puis il n'y en a pas de problème. Tu sais, parce que le matin, tu bois de café, tu checkes tes courriels tout de suite. La journée part mal un peu. Fait que la lecture, ça m'aide, puis la respiration, je ne fais pas assez souvent d'ailleurs. Fait que écoute, moi aussi, j'ai eu en conduisant cette boîte-là, c'est ça qui arrive. Oui! C'est ça qui est fou avec la méditation, c'est de faire du walking meditation, driving meditation, listening meditation. Même quelqu'un qui te parle, tu peux faire même ta boîte éventuellement, sans toi te concentrer, ça te calme, être plus focus. Fait que c'est vraiment un bel outil pour les TDAH. Ça aide beaucoup à calmer le cerveau, puis le vider littéralement. On dirait que c'est comme une pression qui se relâche, mais c'est les premières secondes, tu te demandes pourquoi tu n'as rien à le faire. Là. Ça, faut que j'aille faire mes courriels, mais ça vaut la peine d'être fait avec la respiration. Puis même, mis à part la boîte, puis t'assis à terre, méditer, conduire, on pense pas que c'est le meilleur temps, là, mais tu as 1 heure de route à faire, là, fais la boîte pendant 10 minutes en conduisant. Ça calme les choses beaucoup. Fait que j'y crois absolument. Oui, j'y crois, non, moi aussi. On en parlait tout à l'heure en parlant d'oxytocine quand on va demander de l'aide puis qu'on rentre en relation ou qu'on aide les gens. Donc, parler à des gens qu'on aime.
Tu sais, on vient de vivre un gros stress. Est-ce qu'on a une personne de confiance ou est-ce qu'on peut aller comme vider notre sac un peu, tu sais? Et puis, ça peut être aussi le contact physique, c'est bien, mais tu sais, un hug, là, un bon hug là, avec quelqu'un, là, tu sais, qu'on se sent proche, puis ça, tu sais, ça peut aider justement à calmer. Puis il disait même, attends, mais il faut que je le retrouve, là, il disait que, où est-ce qu'il parlait? Un câlin chaleureux dans un contexte sûr et confiant peut faire autant pour aider votre corps à avoir l'impression d'avoir échappé à une menace qu'un jogging de quelques kilomètres. Oh yeah. C'est quand même fou, hein? Ouais. Elle suggérait aussi embrasser votre partenaire, si vous avez un partenaire, là, pendant 6 secondes. Pas 6 fois une seconde. Tu sais, un beau gros bec là, de 6 secondes, là, c'est très efficace aussi. Fait que tu ne ferais pas ça avec n'importe qui, mais c'est ça, avec ton partenaire ou ta partenaire ou peu importe, là, ça peut être une façon de rire. Oui, parce que ça remet aussi en contexte ce qui est important dans la vie. Oui. Donc là, je pense que quand tu as un partenaire dans ta vie, c'est pas tout le monde qui a un partenaire, que ce soit même des câlins avec tes enfants, peu importe, ça remet en perspective tous tes problèmes que tu as dans le rapport à la job que tu n'as pas remis à temps, puis que tu es comme, hey man, il y en a d'autres problèmes dans la vie. Puis, puis je pense que l'amour, ça règle beaucoup ça. Et juste franchirais là-dessus, vite fait, j'ai écouté un documentaire sur l'infinité. OK. C'est un physiciste que là, il m'en a lu, toute sa vingtaine, il a réalisé que c'est l'infini, tout ça, puis il était un peu comme genre, ça ne veut plus rien dire, cette vie-là. C'est autant qu'il étudiait là-dedans, jusqu'à quand il rencontre sa femme, il dit « Love beats infinity ». Oh, wow. Fait que tu sais, comme juste mis en contexte, comme genre, hey, on est rien sur la planète. Quand tu dis là-dedans, t'es un bolé, t'es comme, hey man, trou noir, tout ça te réduit comme individu. Mais il tombe en amour avec sa femme, puis il a fait, ah, that's why I'm on earth. That's why I live. Puis je pense que c'est au niveau d'un câlin, au niveau d'un bisou, c'est vraiment en contexte, oui, je suis là pour ça. C'est vrai. C'est juste ça qui compte. J'avais oublié. Tu sais, mon statut social, mon statut à la job, ma promotion de whatever, je pense que ça vient aussi aider à gamify un peu. De rendre un peu le restant comme étant un jeu que tu dois torser ses manches puis jouer avec ton stress. C'est ça. J'y crois absolument. Oui, mais tu sais, puis si je parlais, moi, mon mot de l'année, là, qui est la pleine conscience, là, tu sais, mais je réalisais dans ma vie occupée, parce que je suis aux études aussi en même temps tu sais, je fais une maîtrise, je suis très occupée. Puis là, je me rendais compte que le temps que je passais avec mes enfants, ma tête était ailleurs. Je n'étais pas présente. Fait que j'ai pris cette résolution-là en me disant, ce mot-là, en me disant que les moments, particulièrement en pensant à mes enfants, que quand je suis avec mes enfants, je suis là. C'est ça qui est important. C'est super important, mes enfants, là. Oui, mon travail est important. Oui, je veux réussir dans mes études, blablabla. Mais le temps que je passe avec mes enfants, là, ils grandissent vite, là. Tu m'allais dire, ils n'auront pas 6 ans 2 fois. C'est ça. Pas, exactement. Exactement. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Fait que des fois, puis je sais, les enfants, des fois, ils s'en rendaient compte. Là. Maman, c'est comme. Aussi, notre fameux téléphone aussi, tu sais, on peut-tu le mettre de côté, le téléphone, peut-être le moment présent, là, puis tu sais, de le fermer, de le mettre de côté. C'est pas facile, là, tu sais. Mais dire, je suis là. Je suis là pour toi, tu sais. Regarder un film avec les enfants, on serait. Tu sais. Non. Maman, tu le regardes-tu, le film? Oui, je vais le regarder avec toi, tu sais, le film. Oui. Ça va vite, le téléphone, là. Oui, c'est ça. Rire! Puis là, on parle pas juste d'un petit... Non, un bon rire, là, un fou rire profond, là, c'est très bien. Puis même, elle parlait de penser aussi à des moments où est-ce qu'on en a eu des moments de plaisir, de rire. Donc, un bon fou rire. Un bon fou rire, là, c'est très bon aussi pour fermer le cycle du stress. Pleurer. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, à vivre un gros stress, fermer ma porte, là, prendre mon oreiller puis me mettre à pleurer, là. Moi, aux yeux, on se sent-tu bien après? En tout cas, personnellement, moi, si je me sens assez vulnérable, ou même avec mon conjoint, de sortir, de pleurer, puis ça sort mon sang. Il me semble que c'est moins pire après. Pour certaines personnes, en tout cas, pleurer peut faire vraiment du bien. C'est vider son sac, souvent, absolument. Sortir de pleurer. Puis finalement, faire quelque chose de créatif. Tu as déjà entendu ça, tu sais, faire de l'art, comment que, tu sais, que ce soit de la peinture, du dessin, du tricot, faire quelque chose de créatif, ça l'amène notre esprit ailleurs, puis ça peut être une façon aussi de compléter le cycle du stress. Donc, c'est une stratégie à utiliser. Je pense que, moi, j'ai la chance de faire du stand-up, dans le sens que ça fait quelques années que j'en fais, puis je suis booké, j'ai des shows, c'est le fun, c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Et c'est sûr que je me définis beaucoup par ça. Fait que ça t'aide aussi à te redéfinir quand tu fais quelque chose de créatif qui est autre que du productif. Et là, tu peux dire, hey, je ne suis pas juste
quelqu'un qui travaille. Je ne suis pas juste un parent. Je ne suis pas juste, là, c'est pas le bon mot, mais tu sais, tu peux te sentir comme ça un peu. Moi, j'ai juste des rôles, moi. Mais quand tu as de la créativité, tu n'as plus de rôle, c'est toi-même. Que ce soit du crochet, que ce soit n'importe quoi que tu veux faire. Je pense qu'au niveau créatif, c'est que tu peux te redéfinir en tant que personne. Je pense que tout le monde devrait avoir un hobby créatif. Que ce soit n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pas créatifs puis qui me comptent un peu ce qu'ils font dans la vie. Je suis comme, ben, tu l'es créatif. Puis qu'est-ce que tu as fait, c'est créatif. Tu as bâti ta propre shed, t'es créatif. Oui. Ça veut dire, quand tu n'as pas besoin de faire. Tu sais, on pense souvent créatif, c'est de peindre dans son garage. Tant mieux si t'es un peintre, là. Ça peut être bien d'autres choses à ce moment-là. Tout à fait. Oui, des choses qu'on crée avec nos mains. Puis qu'on peut se redéfinir, puis le voir après, ou l'entendre. Oui, puis c'est un sentiment d'accomplissement. Hey, j'ai fait ça moi-même. Qui est autre que tes fonctions sociales traditionnelles que tu as bâties pendant 20 ans. Tout à fait, oui. Fait que c'est ça, tu sais, quand je parlais tout à l'heure que quand j'ai vécu mon burn-out, là, finalement, mon cycle du stress, là, il finissait jamais. Spinait. Fait que là, ce que ça m'a fait... Ben, j'avais pas lu ce livre-là à l'époque, mais là, en lisant ça, je me rends compte que, OK, moi, finalement, là, c'est ça, mon cycle, il était jamais fermé. Fait que j'ai appris à boucler mon cycle en bougeant. J'ai appris, parler plus avec des gens que j'aime et tout ça aussi, mais le créatif aussi. Il y avait quelque chose que je faisais de créatif que j'avais arrêté de faire par manque de temps. Puis quand je me suis remis... moi, c'est l'écriture. J'aime beaucoup l'écriture. Donc, quand je me suis remis à écrire... OK, pour moi, c'était une façon... Justement, comme si j'étais fière, tu sais, de ce que j'écrivais, une façon d'exprimer mes émotions, peu importe, puis de partager ce que j'avais écrit, c'était important pour moi. Donc, j'ai remis ces activités-là dans mon quotidien, puis ça m'aide à gérer mon stress. Puis je pense que souvent, en tout cas, dans mon cas, moi, je pense pas que j'étais en burn-out. J'ai déjà tombé, j'avais ça tomber, des fois, ça m'a déjà arrivé, de faire comme, OK, j'ai plus joué plus clair, peu importe. Ce que tu viens d'énumérer là, tu sais, rire, donner une caresse aux gens, tout ça. Des fois, tu as tellement de stress que tu ne veux même pas prendre le temps pour faire ces choses-là. Quand tu prends le temps, ça l'aide à gérer ton stress. Fait que quand tu dis le cycle, c'est dur de t'en sortir parce qu'on dirait que tu ne mérites pas ces choses-là parce que, ben non, j'ai des courriels. Je repars à mon chum Julien parce que c'est mon chum depuis que j'ai 4 ans. J'ai pas vu sa petite fait longtemps, mais quand je vais y voir, ça m'aide ça. Mais j'ai pas le temps. Faut que je travaille, j'ai mes courriels. Mais finalement, cette journée-là, tu n'as pas rien fait parce que tu es juste dans ton cycle de stresser puis de te ressourcer dans ton lit, à regarder Netflix, peu importe. Si tu dépenses l'énergie d'aller rire, voir un show d'humour, exemple, pleurer, même avoir quelqu'un qui a une bonne écoute, tout ça, il faut avoir assez de self-love pour se le donner en plein cycle de stress. Puis c'est là, je pense que... C'est le défi, c'est ça. Puis c'est peut-être là que des gens comme des thérapeutes, peu importe, des gens que tu peux aller reach out, des ressources qui peuvent t'aider à dire « Hey, non, tu mérites ce temps-là. Puis tout le monde, comme tu disais tantôt, on revient, c'est le fun qu'on fait la boucle, mais les gens autour de toi vont bénéficier de quelqu'un qui a pris le temps de rire. Mon job, tes collègues, peu importe, tes parents, tes amis, ta conjointe, ton conjoint. Je pense que je pense que c'est là qu'il est le bout de tough. Oui, puis c'est ça, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des gens autour de nous qui nous aident, qui nous appuient. Je parlais de une superviseure que j'ai déjà, une directrice d'école, je me rappelle, quand j'enseignais, j'étais dans un milieu plus difficile et tout ça, puis j'avais un groupe difficile, là. Puis, hey, à un moment donné, elle est venue me voir, là, puis elle voyait, je pleurais, là, c'était comme j'avais vraiment une journée tough. Elle m'a dit, donne-moi ton sac. Mon sac, c'était comme toutes mes affaires pour planifier. Parce que là, je m'en allais chez nous, puis j'allais planifier ma journée du lendemain, là, parce que j'étais dans le jus, là. Elle m'a confisqué mon sac, elle l'a mis dans son bureau. Elle dit, là, à soir, toi, là, tu t'en vas au cinéma, tu t'en vas prendre soin de toi. Puis demain matin, tu viendras à mon bureau, puis je te redonnerai ton sac. Puis là, j'étais comme, je suis dans le jus. Elle dit, non, va prendre soin de toi. Le bien que ça m'a fait. Je suis allée au cinéma, je suis allée regarder un film, j'ai pas planifié. Je me suis organisée le lendemain. Là. Tu sais, on a tout le temps... J'ai trouvé le moyen de faire ma classe le lendemain pareil. Mais je l'ai-tu remercié, ma directrice d'école, après? J'ai comme fait... OK, elle avait à cœur le bien-être de ses employés, mais elle avait la bonne stratégie aussi. Puis j'ai réalisé que, quand je suis dans le jus, là, il faut que je me permette ces pauses-là pour être capable d'être plus productif après, des vraies pauses. Parce que quand tu ne prends pas des vraies pauses, tu procrastines dans un moment où tu es supposé travailler. Parce que tu étais stressé, tout ça, mais tu n'as pas pris de pause. Là. Fait que tu es dans ton modèle, mais tu procrastines, tu fais une petite tâche, là, ça ne te tente plus, tu fais l'autre. C'est mon problème à moi, là, au niveau du CDAH. Et là, tu réalises que ça fait 2 semaines, tu n'as pas pris une seconde pour toi, puis tu es dans le mindset de stress et de travail, mais tu aurais pu prendre des heures et des heures d'exercice, de méditation, de lecture, de hang out with friends, going out for a beer. Mais tu le fais pas parce que tu penses que tu es tellement dans le jus. Mais tu l'es, mais tu es tellement brûlé que tu n'avances pas plus. C'est ça, exactement. Parce que quand tu es ressourcé, tu arrives, tu dis « OK, what's the plan? » Puis ça, c'est tout à fait. C'est le bout difficile. Tu sais, comme moi, j'ai des fins de semaine, j'ai des travaux à refaire dans mes études, là, tu sais. J'ai vraiment réalisé. Des fois, je suis comme, hey, je vais-tu avoir le temps de le finir? J'ai pas le temps d'aller prendre un café sur le perron de ma... Puis là, je me suis dit,
je vais l'essayer, voir. Puis écoute, je prenais le temps avec une chum de fille, puis après ça, là, ça y allait, là, j'étais productive, là. Fait que j'ai vraiment vu qu'il faut vraiment, tu sais, que j'ai des périodes, OK, consacrées, mais pour que ça soit vraiment consacré, concentré, bien, j'ai besoin de ces pauses-là. Puis encore là, les relations, tu sais, j'étais peut-être stressée parce que mon travail s'en vient, mais je boucle ma boucle en allant voir quelqu'un, en prenant un café, du social. Ah, baisse mon stress. Beaucoup plus productive après. Puis d'être conscient de ce cycle de stress-là, puis de le flaguer par toi-même. Là. C'est là que l'autre challenge. Oui! Mais une fois que tu es capable de le faire, c'est que tu fais, ben non, moi, ça me prend ça. Ouais. Puis you do it for you, tu sais. Tu le fais pour toi-même. Fait que c'est un peu... mais oui, c'est bon point. On va terminer. Oui. Avec... tu pourrais-tu énumérer des ressources que les employés pourraient avoir au niveau de la santé mentale. Puis ces ressources-là, on les mettra à ce moment-là dans la publication des épisodes. Tout à fait. Donc, les ressources que je vais donner, c'est plus des ressources s'ils éprouvent des défis au niveau de leur santé mentale. Donc, justement, on parlait tout à l'heure, si vous reconnaissez que, wow, OK, il faut que j'aille chercher de l'aide, puis vous ne savez pas trop par où commencer. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jeunesse J'écoute. Ils ont élargi ça, pas juste pour la jeunesse maintenant, mais ils ont un service de texto. Donc, on peut texter 686868, très simple. C'est rapide, c'est confidentiel, là, mais je veux dire, en textant, puis c'est assez rapide. Ma collègue de travail l'a testé aussi, donc c'est rapide. Puis même ma collègue, elle l'a testé, puis ils ont dit... T'es-tu correct? Oui, je voulais juste tester. Puis, tu sais, ils ont vraiment reposé les questions de deuxième pour être sûr que ce ne soit pas quelqu'un. Tu as changé d'idée, là? C'est ça. Donc, elle dit non, tu sais, je travaille pour blablabla, l'association canadienne pour la santé mentale. En donnant cette ressource-là, on sait que c'est... Il y a une ligne de crise aussi dans la région. Plus ici, là, c'est le 1-866-996-0991. C'est une ligne de crise en santé mentale qui est comme plus localisée ici aussi. Je mentionnais tout à l'heure, si votre entreprise a un programme d'aide aux employés, ça ne va pas, oui, il y a des ressources, un programme d'aide aux employés va vraiment être capable de donner des stratégies, des ressources pour aider, que ce soit ça. Comme moi, dans ma situation, on m'a référé à une thérapeute, donc j'ai pu avoir 3 séances gratuites, mes 3 premières séances gratuites. Je ne sais pas si c'est comme ça partout, là. Je ne connais pas chaque employeur, là, mais oui, de faire affaire avec le programme d'aide aux employés. Il y a de l'information que j'ai partagée aussi. Lorsqu'on s'en va sur le site Internet Mental Health Works, c'est quand même en lien avec l'Association canadienne pour la santé mentale, ils ont une page ressources, puis il y a des données par rapport justement à la santé mentale en milieu de travail et ils ont aussi des ateliers qui peuvent donner dans les entreprises pour justement parler de santé mentale, de maladie mentale et tout ça. Donc, c'est une excellente ressource. L'Association canadienne pour la santé mentale de Champlain-Est, on a un numéro de téléphone, le 613-938-0435. Donc, on peut appeler aussi. Ils ont des services de gestionnaires de cas intensifs, donc des gens qui ont des troubles de santé mentale sévères, qu'on parle, là, qui ont vraiment besoin là, de... Donc, c'est pour des clients de 16 ans et plus, mais avec des troubles sévères de santé mentale, il y a du support qui peut être offert pour ces gens-là. C'est pas de la thérapie, mais c'est de gérer là, finalement leur situation. Mais on peut aussi appeler si on a besoin d'avoir des ressources. Là, et finalement, un programme qui est gratuit, qu'on appelle en anglais, c'est Bounce Back. En français, c'est Retrouver son entrain. C'est géré par l'Association canadienne pour la santé mentale, donc pas juste Champlain-Est. Là. Puis ça, c'est vraiment justement des gens qui sont stressés, qui se sentent un peu déprimés. Je parle pas là, de dépression majeure ou d'anxiété majeure, mais quelqu'un qui vit quand même de l'anxiété, du stress, se sent un peu déprimé. Et c'est pour les jeunes de 15 ans et plus. Ça peut aller n'importe quel âge à partir de 15 ans. Et on perd les gens avec c'est pas de la thérapie, c'est comme un coach, si tu veux. Donc, avec des appels téléphoniques, il y a des vidéos aussi qui sont là. Il y a du coaching qui est fait pour vraiment donner des stratégies aux gens pour les aider à mieux gérer leur stress. Briser le cycle, peut-être. Le stress. Oui, c'est ça. Donc, c'est du coaching téléphonique. Il y a des cahiers d'exercices aussi qui donnent comme les stratégies, là, comme par écrit. Puis ça, c'est travailler avec les gens. C'est tout à fait gratuit. Il n'y a pas de liste d'attente. Puis c'est offert en 17 langues. Wow. Oui, donc... on demande, ce qui demande comme en fait, c'est d'être référé par un médecin. Donc, si vous avez votre médecin de famille, ils vont vous demander de mettre le nom parce qu'en fait, le suivi qui est fait avec les gens qui bénéficient de ce
programme-là, ben ça va être discuté avec le médecin de famille. Puis si Mhm. vous n'avez pas de médecin de famille, vous pouvez aller dans une clinique, mais en autant qu'il y ait un nom d'un médecin à qui les rapports peuvent être Mais faits ça et a tout des ça. dépistages potentiels de peut-être un trouble mental qu'on ne sait même pas qu'on a. Ça commence à faire genre du coaching, tout ça, peut-être flaguer des choses. Donc, Peut-être qu'il y a des affaires soit lié à ça, absolument. Donc, c'est un programme, c'est ça, vraiment, 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 vraiment bien. On en fait beaucoup la promotion, là, donc oui, puis c'est gratuit, fait que c'est tout à fait. Merci Geneviève d'avoir passé au Break Time Podcast, d'avoir démystifié la santé mentale versus aussi la maladie mentale, mais aussi tous les outils qui ont l'air simples, mais qu'on se donne pas. C'est ça. Donc, un gros merci Geneviève. Ça fait plaisir. Apprécié.